Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle émission pour les explorateurs de conscience. Parole aux explorateurs de conscience. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui mon ami Jean-Marie Le Gall. Jean-Marie Le Gall qui a des talents multiples comme vous allez pouvoir le voir, tant au point de vue médiumnité que psychokinèse et ses contacts impressionnants avec les médecins du ciel. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Luc, bonjour à tous mes auditeurs qui ont le plaisir d'être avec nous. Très grand plaisir, Luc, que tu aies la gentillesse de m'inviter et de partager ce moment avec toi. Voilà, donc vous voyez déjà Jean-Marie qui a des multiples talents et doué aussi d'un autre talent d'une grande modestie. Voilà. Mais il va pouvoir nous expliquer un petit peu tout ça. Alors pour présenter Jean-Marie qui n'est pas tout simple quand même, c'est que il a un parcours, je dirais hors norme, parce que depuis sa petite enfance, Jean-Marie est déjà en contact avec le monde des esprits. Dans sa jeunesse, il se livre à des séances de table tournante, d'écriture automatique. Impressionnant. Et puis avec des professeurs comme Jean Dierkens en Belgique, Yves Lignon en Toulouse, Étienne Guillet à Orsay, Léon Schwarzenberg à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Il a participé à de nombreuses expériences scientifiques. J'insiste sur le mot. C'est pas des allégations, c'est un domaine scientifique dans ces expériences ont été portées sur le domaine de la parapsychologie. Elles ont constitué à étudier l'influence de l'esprit sur la matière, la psychokinèse, la magnétisation de l'eau et ses actions sur les plantes. Alors, Jean-Marie est aujourd'hui à la retraite et il a été magnétiseur dans les pyramides atlantiques pendant des années. Et pendant toutes ces années, depuis le monde spirituel, il a été assisté dans son travail par son grand-père qui était médecin, mais aussi par ceux qu'ils appellent affectueusement les médecins du ciel. Il va nous en parler parce que je pense que c'est un point extrêmement intéressant et important. Alors, cette interview va porter sur trois thèmes principaux. Le premier va consister à parler de la médiumnité, les talents, les expériences de Jean-Marie. Le deuxième partie sur la parapsychologie et justement ces expériences, ces études scientifiques. Et enfin, il nous parlera dans le troisième volet des médecins du ciel. Alors, commençons tout de suite, Jean-Marie, raconte-nous, parce que depuis ta petite enfance, quand même, il est quand même pas banal qu'un enfant fasse tourner des tables, une écriture et automatique, et puis parle-nous de tes premières expériences de psychokinèse. Eh bien, tout d'abord, je voulais dire en préambule, Luc, que à travers tout ce que je vais avoir le plaisir d'évoquer avec vous, euh, je vous parle avec mon cœur, je n'ai aucune vérité définitive et je ne cherche à imposer aucun point de vue. Je respecte tous les points de vue philosophiques, toutes les religions. Nous avons tous un petit bout du pulse. J'ai peut-être tout au plus soulevé un tout petit peu le voile et je ne peux parler que d'une expérience vécue au quotidien. Effectivement, cette aventure a commencé très jeune, dans ma prime enfance. J'ai vécu, je tiens à le préciser, dans un milieu médical et paramédical, et que je n'ai pas du tout, au départ, été élevé dans une culture où, comme on dirait maintenant, enfin, de tout ce qui touche la parapsychologie, tout ce qui touche un peu ce qu'on dit un peu le New Age, tout ce qui touche ce domaine-là. J'ai vécu dans un milieu non extrémiste, mais catholique pratiquant. Donc, pas du tout, tu vois, Luc, qui aurait pu dire, bon, bah, il a baigné dans ce domaine-là depuis qu'il est tout petit, et voilà, ça le contamine un tout petit peu. Non, pas du tout. Donc, je pense que c'était important de dire ça en préambule. Et donc, euh, c'est à l'âge de 6-7 ans, qui est un âge, j'ai appris, charnière, que dans cette petite enfance, j'étais confronté à des phénomènes qui me dépassaient complètement et qui étaient de l'ordre de la manifestation dans ma chambre à coucher, que je partageais à l'époque avec mon frère. Donc j'ai mis ça au départ sur le compte que c'est lui qui me jouait des tours. Mais quand la chambre était complètement dans le noir, quand on essayait de dormir tranquillement, eh bien la nuit,
je me réveillais brutalement, j'étais tout à fait conscient de ce que je voyais, et là, le mur, entre guillemets, Luc, s'éclairait, devenait lumineux, comme si c'était en plein jour, et des formes, je dirais, humanoïdes, très claires, lumineuses aussi, se détachaient de ce mur et commençaient à prendre au fur et à mesure des traits, c'est-à-dire vraiment une silhouette, je dirais, humaine, lumineuse, mais sans caractéristiques. Et au mesure qu'elle s'approchait de moi, on commençait à se dessiner des yeux, un visage. Alors c'était soit la forme complète de l'individu, soit un buste, soit un visage, et s'approcher de mon lit. Tu t'imagines l'effet que ça me faisait. Première réaction, mettre les draps complètement, c'est un peu un acte réflexe, mettre le drap sur la tête en attendant que ça se passe, et il ne se passait rien, ça continuait à se manifester. Je voyais ces formes qui éclairaient la pièce. Je voyais mon frère qui dormait tranquillement à côté et qui semblait ne rien voir du tout. Et mes premières réactions, c'était au secours et me lever rapidement en tombant de mon lit et en allant dans la chambre de mes parents pour leur dire il y a du monde dans la chambre. Mes braves parents qui ont toujours été à l'écoute se précipitaient dans la chambre, allumer la lumière, réveiller mon frère, croyant qu'il m'avait fait une niche. Le pauvre, il était complètement dubitatif par rapport à ce qui se passait, et me dire, ce qui peut être tout à fait normal, Jean-Marie, tu as fait un mauvais rêve. Bon, ce qui est fort possible. Seulement, c'était assez récurrent euh, au départ, régulièrement le soir. Et au départ, une nuit, deux nuits, trois nuits, j'allais voir, je réveillais mes parents. Puis j'ai compris qu'à un moment donné, il fallait mieux que je dise rien, que j'observais ces formes, alors qui au départ me faisaient peur, mais qui n'étaient pas du tout agressives, qui étaient souriantes, euh, qui mentalement me parlaient et qui ensuite me faisaient un coucou affectueux et disparaissaient dans le mur. Premier contact, de nuit, de nuit. Et je voulais illustrer un cas précis quand même, mais qui s'est passé de jour. Comme tout enfant, bon, les petits garçons, les petites filles jouent avec les poupées. Moi, je suis un petit garçon, je joue avec les soldats et j'ai toujours été fasciné par cette période des, on pourrait creuser derrière ça après, des châteaux forts. Donc, mes parents m'avaient offert un château fort et je jouais avec, voilà, avec mon château fort régulièrement. Et lors d'une matinée, donc Luc, nous sommes en plein jour, je vois du mur qui n'était pas du tout éclairé parce qu'il faisait jour. Je vois sortir une nouvelle forme humanoïde, lumineuse, qui s'approche de moi. Alors, je commençais à être un peu habitué, j'avais moins peur, et cette forme se dessine et ressemble étrangement à un peu d'un air un peu hautain, euh, un peu comme un instituteur, un enseignant avec une petite barbe, genre habillé 18, fin 18e, fin 19e siècle, me regarde jouer, s'approche de moi, donc ça flottait dans le vide autour de moi, pas loin, et enfin quand je dis me parle, me parlait pas, c'était une télépathie, j'entendais, ça pourrait nous amener à la psychiatrie, ça aussi du reste, comme une voix dans ma petite tête me parlant, qui viendrait me voir régulièrement. Et petit détail, en me disant, Jean-Marie, d'abord il m'appelle par mon prénom, je ne sais pas où il a trouvé ça. Il me dit, nous nous sommes connus il y a longtemps, bon, enchanté, et, et j'ai habité pas très loin de chez toi. Alors, il faut savoir que dans ma prime enfance et la petite enfance, j'ai vécu dans le 7e arrondissement de Paris, pas loin de la Tour Eiffel, les Invalides, le square Ségur, ça va avoir de l'importance, donc le 7e arrondissement pendant toute ma prime enfance. Et ce monsieur me fait part qu'il a habité à côté de chez moi. Il me fait un coucou, et cet homme disparaît. J'ai plus du tout de nouvelles. Alors, je vais faire en quelque sorte
Alors, je ne sais pas si j'en parle maintenant, c'est donné, parce que je vais faire un aller-retour, hein, Luc, d'où venait qui était ce personnage? Ou d'où venait-il? Et est-ce le fruit de mon imagination? Vas-y, Cette vas-y. tête a-t-il réellement existé? Je vous mets en Tu appétit. vas lécher, ne t'arrête pas en route. Voilà. Alors, effectivement, je vais faire un bond. Alors, je fais un aller-retour, hein, parce qu'il va falloir expliquer toute la suite qu'on va développer. Bien des années plus tard, à travers d'autres anecdotes que je raconterai, je me suis livré effectivement à des séances de médiumnité, de table tournante, d'écriture automatique et effectivement aussi de Ouija. J'expliquerai aussi dans quelles conditions et comment ça s'est passé. Et lors de ces séances de table qui ont eu lieu dans les années 75-76, je parle d'un événement que j'avais 7 ans, hein, donc je fais un aller-retour. Hein. Donc j'avais 15-16 ans. Lors de ces séances, à la suite de ces séances, en présence de cousins qui habitaient à l'époque à Saint-Mandé, à côté de Vincennes, lors de ces séances, à la fin, nous avions évoqué les phénomènes du spiritisme du 19e siècle, que je ne connaissais absolument pas, donc je découvre tout ça. Et Claude me dit, Jean-Marie, tout ça, c'est parti aussi en France, des fameux fables tournantes, des Fox qui venaient des États-Unis, l'Angleterre, avec un homme qui a pas créé, c'est important de le dire, mais codifié un enseignement spirituel qui a donné naissance à un courant philosophique qui s'appelle le spiritisme, avec un aspect philosophique, éthique et scientifique. Je ne dis pas qu'on est d'accord avec, hein, je plante le décor, hein, uniquement Luc. Et un personnage célèbre de l'époque a reçu, pour codifier ce qu'on appelle la doctrine spirit, est allé voir différents médiums et a fait une checklist, effectivement, puisque c'était un pédagogue, c'était à la fois un littéraire, un enseignant, a fait de façon très rigoureuse une checklist de questions-réponses qu'il a rencontrées avec ses différents médiums. Et ce monsieur de nom s'appelait comme enseignant Hippolyte Rivail, moins connu sous ce nom-là, mais beaucoup plus connu sous un pseudonyme druidique, Alan Kardec, avec le fameux livre qu'on retrouve un peu partout maintenant, en France et très médiatisé, on aura l'occasion d'en parler à la fin de l'émission, au Brésil, a écrit codifié ce fameux livre qu'on appelle le livre des esprits, le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme, entre autres, le livre sur l'obsession, mais voilà, en restant court, un certain nombre de livres de base. Et j'apprends ça par l'intermédiaire de ses cousins. Et il me dit, mais tu sais, Jean-Marie, aussi, ça commençait un peu l'époque de la photographie. On a quelques photos de ce personnage de l'époque que je découvre, Luc. Je dis, ah bon, bah, je ne sais même pas ce que c'était, le mot spiritisme, je ne savais même pas ce que c'était. Hein. Et ils me disent, ben voilà, je te montre le livre des médiums, le livre des esprits, et voilà quelques images de ce fameux personnage d'Alan Kardec de pseudonyme. Il me montre la photo de cet homme. C'était mon bonhomme qui venait me voir quand j'avais 7 ans. Et du coup, tu t'imagines, il me regarde et il me dit, ça va pas, Jean-Marie? Euh, il me dit, ça te dit quelque chose? Je dis, oui, vu de loin. Vu de... Et j'avais rien pipé, j'avais rien raconté. Et il me dit, tu vois, la petite cerise sur le gâteau, sur l'anecdote, il me dit, c'est curieux, Jean-Marie, parce que Alan Kardec, Hippolyte Rivail, vivait dans le 7e arrondissement de Paris. Ah, là, tu m'intrigues. Ah bon? Mais il me dit, mais la cerise sur le gâteau, il habitait à 700 mètres de chez toi. Comment? Bah, j'habitais rue Léon Vaudoyer. Mes grands-parents habitaient rue Albert de la Parent, en V, il y avait deux rues différentes. Et il me dit, et au bout, effectivement, de la rue Léon Vaudoyer, un peu plus loin, il y a une station de Ségur, une station de métro, qui s'appelle Ségur, qui existe toujours, qu'on peut aller vérifier. Et à côté de ce métro Ségur, il y a un square, oui, qui s'appelle le square Ségur. Et à côté de ce square Ségur, il y a une villa, oui, qui s'appelle la villa qui existait, qui s'appelait la villa Ségur. Et Hippolyte Rivail, Alan Kardec, a habité à la villa Ségur. Première anecdote curieuse, parce que tu sais, je suis toujours quelqu'un qui se pose des questions.
Luc, même au bout de 40 ans de tous, et même plus de ce que j'ai vécu, parce que je viens de fêter mes 66 printemps, tu vois. Euh, c'est l'éternelle question. D'où ça vient? Est-ce que ça vient, et on évoquera les phénomènes animistes aussi avec Asakov, la parapsychologie. Il y a une information qui est véridique, qui est vérifiable, qui est objective. D'où vient l'information? Alors des gens me diront, et j'évoquerai d'autres choses beaucoup plus ciblées, mémoire akashique, inconscient collectif freudien, inconscient collectif jungien, inconscient personnel freudien, mais en attendant, je ne connais ni d'Ève ni d'Adam ce personnage qui m'est complètement inconnu, qui se présente chez moi et qui correspond bien à un homme qui s'appelle Alan Kardec et qui a vécu au 19e siècle. Pas n'importe qui comme personne qui venait de voir. Et Oui, bah pour moi à l'époque, je ne sais pas qui c'est. Hein. t'as donné des enseignements, non? Et t'as passé des Ah non, informations? non, non, ah non, juste, nous nous sommes déjà rencontrés souvent, ce qui voudrait dire qu'on s'est rencontrés dans d'autres vies. Quel est mon lien avec lui? Mais je n'en sais absolument rien. De toute façon, plus j'avance dans ce domaine-là, il y a au moins une chose que je sais, messieurs, mesdames, c'est que je ne sais pas grand-chose. Je partage, j'expose, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que quand mes cousins me parlent d'Hippolyte Rivail, Alan Kardec, euh, je dis beauf. Bon, monsieur, ah oui, il s'appelle comme ça, ce monsieur. Et je n'imagine pas tout ce que ça représente. Je dis pas ça, le personnage qui, du reste, pour les personnes qui ne le connaissent pas, sa tombe est régulièrement honorée à Paris au Père-Lachaise, où c'est une tombe sous forme de dolmen. Il suffit que vous tapiez Alan Kardec sur Internet et vous allez tomber sur le Père-Lachaise ou sur cette tombe, cette tombe qui est sous forme d'un dolmen et qui est 365 jours par an fleurie, pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin. Donc Oui, voilà déjà une anecdote un grand merci. troublante. Et c'est vrai qu'on peut insister auprès des personnes qui seraient intéressées, c'est que aujourd'hui nous retrouvons très facilement le livre de Alan Kardec, le livre des esprits, etc. Donc il a fait Oui, véritablement, il a rassemblé un nombre d'informations absolument considérable et qui fait toujours registre aujourd'hui, qui est toujours bah pour son époque, il a fait un remarquable travail, et vu sa structure. qui est toujours valable aujourd'hui. Qui est Oui, toujours- parce qu'il faut remarquer qu'on, bon, on n'aura pas le temps d'évoquer, mais c'est un pédagogue structuré. euh, Vraiment, le gars, il est mathématicien, il est enseignant, il a des prix concours, comme on pourrait dire maintenant, il est reconnu dans l'éducation nationale de l'époque pour ses livres sur la grammaire française. Donc le gars, et quand il entend parler pour la première fois des tables tournantes, il me dirait, j'ai jamais entendu qu'une table pouvait parler. Donc le gars, il avait une ouverture, sans faire de jeu de mots, une ouverture d'esprit, mais une rigueur, une méthodologie. Ah, Alors, déjà pour l'époque. revenons quand même à Jean-Marie Le Gall. Revenons Oui. à Jean-Marie Le Gall. Parce que il est très, cet homme, Alan Kardec, est un homme très important, mais Jean-Marie Le Gall nous fait le plaisir et la joie de nous transmettre, comme il dit très bien, ses expériences. Donc, ce sont que les expériences de Jean-Marie, et comme il le dit, tout le monde en fera ce qu'il en veut, mais ce qu'il voudra, mais on verra un petit peu plus loin que il y a eu quand même des études scientifiques qui ont été réalisées, et pas des moindres. Mais revenons, te restons toujours un petit peu sur ton enfance avec l'étape tournante. Alors effectivement, suite à ces phénomènes curieux, euh, il y aurait beaucoup de choses. J'essaie de donner des points clés. Effectivement, nous arrivons dans les années 75-76. C'est pour faire le lien avec ce que je viens de dire avec ses cousins. Et effectivement, lors d'un repas, on est dans les années 75, le repas se termine et en présence de ses cousins de Saint-Mandé, ce sujet sensible déjà pour l'époque, la mort, la survie de la conscience. Tu te rends compte, on est dans les années, il y a le fameux livre qui anime la soirée, euh, puisque c'était la sortie un an avant, en 74, du livre du docteur Moody, que je ne présente pas, sur les expériences qui nous parlaient déjà, qu'on parle maintenant plus facilement des expériences de EMI. Effectivement, le sujet, On va quand même le citer, le titre, c'est La vie après la vie. la vie après la vie.
Et du toujours, coup, toujours en vente facilement et qui pour moi était aussi un livre de chevet quand il est sorti, parce que ça a été une des grandes références avec le livre de Drouot qui était de Patrick Drouot, Nous sommes tous immortels. Là, c'était pour moi les deux se complétaient bien. Voilà, excuse-moi d'avoir interrompu, Jean-Marie. et c'est bien, c'est curieux que tu dis ça parce que ses cousins faisaient, lors de cette soirée, référence à ces deux ouvrages En plus. de Patrick Drouot et effectivement du docteur Moody. Et la discussion s'enchaîne sur ce sujet-là. Euh, Nous, avec mes parents, on n'y connaît strictement rien, on est assez dubitatif. Et du coup, ces cousins, dont cette cousine, j'entends pour la première fois le mot médium. J'entends pour la première fois parler des sœurs Fox, des phénomènes spiritualistes anglo-américains. J'entends après, effectivement, toi, c'est chronologique, cette vague anglo-américaine qui arrive en France avec un peu une mode, hein, c'était une mode à l'époque, et d'un personnage que je viens d'évoquer, effectivement, voilà, enfin, pas non, qu'ils avaient évoqué spiritisme, mais sans dire exactement ce que c'était, et en précisant bien que cette cousine avait des facultés médiumniques pour, effectivement, je savais même pas ce que c'était, qu'il y avait un monde physique. Bon, j'ai été un peu interpellé par rapport à ce que je vivais, mais je faisais pas le lien, moi. Je faisais pas très bien le lien. C'est là que ça commençait à titer dans ma petite tête. Et à ce moment-là, elle me dit, ben voilà, il existe une méthodologie, une certaine forme, différentes formes de médiumnité, dont une qui s'appelle l'étape tournante. Et elle dit, bon, elle utilisait quelque chose de plus rudimentaire, et elle nous invite en pleine lumière à tenter une première expérience. On était un peu dubitatif avec un guéridon. Et moi, je regarde ça de loin. Hein. C'est pas que ça me plaît pas trop, j'observe. Et je vois effectivement mon frère, mes parents, ses cousins. Il y avait en plus un cousin qui venait de Strasbourg qui se met autour de cette petite table. Et je vois effectivement, sans invocation, pas esprit tu là, simplement une période un peu de recueillement, cette petite table qui commence un peu curieusement à taper, à craquer. Alors je me disais, c'est facile, il y en a bien un qui est en train de pousser. Quand je vois cette table qui s'incline d'un côté, ben, je disais tout simplement la loi de la gravitation, il y en a un qui a appuyé plus que l'autre. Peut-être un réflexe inconscient, mécanique inconscient. Bon, jusque-là. Et puis, je vois un coup pour oui, un coup pour non. Hein. On n'est pas à l'heure d'Internet. Hein. Ça fait un peu dinosaure, ce que je te dis. Hein. Et puis, un coup pour oui. Et puis, pour l'alphabet, un coup pour un coup, deux coups pour la lettre B. Tu t'imagines, pour avoir un message, ça mettait 15 heures. Je regarde ça et ça commence à dire qui es-tu? Ça tape René Le Gall. Alors, mon père, c'est son père. As-tu un message? Alors, il donne quelques petites choses. Je trouve ça assez déconcertant, mais j'ai toujours mon idée dans la tête qu'il y a quelqu'un qui pousse la table, qui fait quelque chose, qui a quelque chose d'ordre de mécanique. Et donc, tu sais, tout le monde se lasse à un moment donné, sauf ma cousine, et qui me dit, Jean-Marie, par contre, toi, tu regardes de loin, mais tu veux pas? Bon, pour lui faire plaisir, je mets les mains sur cette petite table et elle me fait un tour, elle retire ses mains de la table à ce moment-là, de guéridon. Je me trouve en tête à tête avec le guéridon, les mains à peine posées dessus. Et Luc, j'ai le guéridon qui glisse, alors je pèse mes mots, qui glisse sous mes doigts. C'est-à-dire, cette table m'échappe. Elle glisse, elle fait ce qu'on pourrait appeler de la télékinésie. Elle s'échappe elle, et elle va se déplacer toute seule sur un mètre. Et par instinct, je reprends la table, je la ramène vers moi. C'est un peu, qu'est-ce que c'est que ça? Et à ce moment-là, il y avait un nom breton, il y avait une armoire bretonne ancestrale qu'avaient repris mes grands-parents, et cette armoire qui était hermétiquement fermée, important, les deux battants de la porte, Luc, avec une clé dessus, hein, fermée, les deux battants s'ouvrent. L'armoire était à 3 à 5 mètres plus loin. Elle s'ouvre, un peu comme dans le film, toi, ça s'ouvre. On regarde ça, il n'y avait pas de courant d'air, il n'y avait rien. On ne comprend pas parce que le verrou est fermé, c'est-à-dire qu'on voit le verrou qui n'est pas rentré, il est toujours à l'extérieur, avec la clé. Avec la clé, Luc, un truc de fou. Mais
le plus fou, c'est que ça se referme complètement, comme si le verrou s'était dématérialisé pour se refaire, et fait ce mouvement une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, apeuré, on va vers l'armoire et on constate que l'armoire est fermée à clé. Alors moi, je veux bien le courant d'air, je veux bien les portes un peu branle-ballantes à un moment donné, qui n'avaient pas bougé depuis Mathusalem, mais qu'on m'explique comment un verrou s'ouvre et se ferme alors que la clé est fermée dedans avec le verrou qui est fermé. Bon, ben, je n'ai toujours pas compris, hein. Comme s'il y avait une espèce de dématérialisation. Et du coup, euh, on retourne un peu, je retourne à ma table et mon pseudo grand-père, ben, je dis qui est là, apeuré, René Le Gall, c'est moi mon petit. Papy, c'est toi? Non mais tu t'imagines? Oui, je veillerai sur toi. Nous avons tant à faire dans un temps futur. Bof, j'ai compris après, hein. Deuxième anecdote, voilà. Et puis après, parce qu'il y a tellement de choses à évoquer, donc tu imagines un peu le choc. Et quelques temps plus tard, Jean-Marie, René Le Gall, il était médecin, c'est ça? c'est mon grand-père, médecin, Voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus loin dans cette vidéo. Voilà, c'était juste un petit, pour qu'on replace bien le, voilà. Et docteur René Le Gall, précis. médecin de la terre et médecin du ciel après. Et donc, l'année passe et en 76, malheureusement, pour faire court, il y a une tragédie familiale. Mon oncle, qui s'appelle aussi René, mon oncle, pas mon grand-père René, décède. Et à la suite de son décès, nous avons organisé pas mal de séances, pour faire court, au niveau familial, de table, où nous avons reçu, ça serait tellement long à raconter, des messages. J'en cite un assez basique, parce qu'on croit des fois qu'on a des choses extraordinaires, mais c'est des fois des choses très basiques qui interpellent. Et une fois, lors d'une séance, alors qu'il venait de décéder, euh, quelques heures après son décès, nous faisons une séance familiale et nous obtenons Jean-Marie écrit. Jean-Marie écrit. Et mon cousin me dit, ben oui, il y a les tables, ça fera permettre de faire la transition. Il y a aussi, on va évoquer après, le Ouija, on va l'évoquer tout sur certaines conditions, mais il y a aussi ce qu'on appelle la psychographie, en termes spirit, ce qu'on appelle plus classiquement l'écriture automatique. L'écriture, mais c'est quoi ça? Alors il me dit, t'affole pas, je te sors un bloc de papier avec un crayon. J'avais l'impression de retourner à la maternelle. Je lui ai dit, mais il m'a dit, écoute, si c'est vraiment ça, ça va être plus rapide que la table. Ah bon? Et je lui ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Respire bien et détends-toi. Et là, Luc, je te vois sourire parce que tu sais ce que je vais dire. Je sens, je ne sais pas d'où ça vient, comme une main invisible qui vient se poser sur la mienne. Tiède, pas froid, mais tiède. Tu t'imagines le choc? Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est vraiment comme si, comme un espèce de gant qui prenait ma main. Et je sens qu'à ce moment-là, je rentre, comme on appelle ça classiquement, dans un espèce d'état modifié de conscience. J'ai l'impression que j'ai envie de m'endormir, mais pas tout à fait pour pas m'avachir sur la table. Un espèce d'état de rêverie, mais dans cette phase, au moment où tu vas t'endormir, comme quand tu vas être opéré, par exemple, tu sens que tu vas sombrer, mais tu es à la limite, mais tout en étant dans un état un peu vasouillard et un peu. Voilà. Et je commence d'une façon totalement inconsciente et mécanique à commencer à écrire. Je regarde vaguement, j'ai l'impression que j'écris des bâtons, je fais des ronds, des lettres de l'alphabet, A, B, C, D. J'ai l'impression de retourner à la maternelle. Ça pendant quelques minutes, et puis subitement, ça commence à écrire. Enfin, je vois vaguement parce que j'ai les yeux fermés après, et pendant quelques instants, et puis cette main s'arrête de me dicter. Euh, je rouvre les yeux, je vois mon cousin qui prend la feuille, qui déchiffre ce que je venais d'écrire,
et on obtient un message euh, très basique. Oh, je suis désolé, j'ai oublié de remettre le chèque pour le garage pour la voiture. Ça vaut l'eau, hein? Tu te dis, c'est les défunts, et sur l'autre côté, tu t'entends, ça y est, le truc, le second corps, la lettre. Non, non, mais je suis vraiment désolé, j'ai oublié de remettre le chèque pour la voiture. Vraiment désolé, voilà. Donc, voilà, tu te retrouves avec ça. Il nous explique les conditions de son décès. Je passe les détails, il était mort sur un public, etc. Il donne des détails tout à fait techniques, qu'il était dans son bureau, qu'il était seul, arcade sourcilière gauche cassée, qu'il est mort à 12h20, etc., etc. Et pendant ce temps-là, toute la famille du côté de ma tante et du côté légal était allée, effectivement, comme il était mort sur voie publique, à la morgue. Et effectivement, et pendant ce temps-là, moi, j'étais resté avec ma cousine, Monique, faire cette fameuse séance de table. Toute la famille revient, personne n'est au courant, à part Claude, son mari, et on lui dit, mais il se passe des choses, tu vois. Et ma tante, Monique, s'appelait Monique. Le repas, on fait sans faire de jeu de mots un buffet froid. C'est assez dur comme ambiance. Et comme il était mort sur voie publique, on remet à ma tante l'alliance de, de mon oncle et on lui remet son portefeuille. Et dans l'émotion, Luc, qu'elle peut avoir en tremblant, elle fait tomber son portefeuille par terre. Et en tombant, il y a un petit bout jaune, enfin non, rose, qui dépasse un peu. Et au lieu de le rentrer, parce que ça rentrait pas bien. On voit que dans l'émotion, les larmes et tout, elle essaie de remettre le papier. Elle fait, oh, je vais le retirer, je vais le ranger convenablement. Elle retire le papier qu'elle ouvre. C'était un beau rectangle. Elle l'ouvre et elle nous regarde. Alors là, j'ai des sueurs froides qui ont coulé dans le dos. Elle dit vraiment ton oncle, qui devait du reste, entre parenthèses, partir en Polynésie parce qu'il était comptable, devait venir travailler là-bas grâce à une amie, Paulette Viennot, qui voulait le réquisitionner, ami d'enfance, pour aller travailler en Polynésie comme comptable, dit vraiment, ton oncle était déjà sous les cocotiers, il n'avait plus la tête à lui, il a oublié de remettre le chèque pour le garage pour la voiture. Toi, j'essaie de donner des choses pas éthérées, sans faire de jeu de mots, mais des éléments, Kardec, là, l'oncle, là. On peut se reposer la question, d'où vient l'information? Une information qui est précise. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est inconnue, parce que j'ai travaillé avec des parapsychologues, je l'évoquerai après. La notion de puiser dans l'inconscient des participants ne tient pas, parce qu'ils ne sont pas au courant de cette information. Mon père, ni ma mère, ni mon frère, ni la femme du défunt. Elle n'est au courant de rien. Le seul qui est au courant, c'est le défunt. Éternelle question. Chercher une aiguille dans une botte de foin, parce que je vais citer une autre anecdote qui est pas piqué des verres, hein, et en montrant des documents. Donc, toujours, toi, dans mon débat d'ouverture, en ayant la liberté à chacun de penser ce qu'il veut, il y a une information objective. D'où vient l'information? Deuxième anecdote. Si tu veux intervenir, n'hésite pas, hein, Luc, hein. J'interviens uniquement pour te dire, va au fait, parce qu'on a encore tellement de choses à se raconter et que le temps passe et Il y en aura que. une troisième, il y en aura une troisième hein, quand même, hein, là-dessus, pour illustrer. C'est important. Oui, 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 Parce non, que c'est toi qui est eh qui dit. ben, j'ai illustré pour la médiumnité, donc, table tournante. J'ai illustré, et le second qui va dans le même sens, écriture automatique. Et pour terminer sur les deux choses, encore écriture automatique et Ouija, dont je donnerai un élément. Et le dernier élément qui me repousse beaucoup plus tard dans le temps, dans les années 84, toujours dans ce phénomène d'écriture automatique. Là, j'étais dans mon studio où j'habitais dans le 15e arrondissement. Euh, et dans ce studio, j'avais un petit studio rue du Théâtre. Et une nuit, je suis réveillé par des coups dans les murs qu'on pourrait assimiler à des phénomènes de poltergeist. Tu imagines, à 3 heures du matin, j'imagine que les gens font la nouba au-dessus, tout, il n'y a personne. Et jusqu'au moment où je me couche, et ces bruits ne cessent
pas d'arrêter jusqu'où j'entends une voix qui me dit Jean-Marie, prends un crayon, écris. Je me tourne, je suis tout seul dans le studio. Hein. Je dis ça y est, il va falloir que j'aille voir un psy. J'en ai vu après, hein, petite anecdote, et pas mal. Prends un crayon, un papier et écris. Et j'écris, je ne sais pas si ça pourra se voir, j'écris ceci. C'est l'original qui date de 1984. Hein. Pour Albert, classe de Clermont-Ferrand, classe de mathématiques, troisième degré, ici Pierre Péquois, 20 décembre 1941, notre supérieur, regardez bien l'écriture, s'appelle Arié. Pour Albert, classe de Meurferrand, classe de mathématiques, troisième degré, ici Pierre Péquois, ce fut le 20 décembre 1941, notre supérieur s'appelait Arié, affect ou la vie continue. Et je reçois ça, et tant que je n'ai pas écrit, ça ne s'arrête pas. Hein. J'écris, tout s'arrête. Et j'entends la voix qui me dit, tu dis ça à Albert, ton père, il comprendra. Et tu lui rappelles, tu lui parles de Eva. Bonne nuit. Je passe les détails. Le lendemain, C'est vrai que tu je dois bien dormir après un événement comme ça. j'ai pas dormi la nuit. Hein. Ouais, j'imagine. Le lendemain, je vais comme j'habitais pas loin de chez mes parents, ils m'invitent à manger. Je dis, il faut que j'y aille quand même. Je vais manger, mais donc j'arrive. Papa, ça se passe bien. Oui, tu dors bien dans ton nouveau petit studio. Oui, c'était un peu agité. Oui, c'est paisible. Ouais, cette nuit, ça n'a pas été terrible. Et je lui ai dit, écoute, papa, je t'avoue, il était un peu habitué, hein, mais j'ai reçu quelque chose pour toi. Il dit, ah bon? Et je lui montre ce que je viens de te dire. Et là, cet homme se met à sangloter. Mais alors vraiment, j'ai rarement vu mon père comme ça. Et il me dit, attends, je vais t'expliquer. Et je lui dis, et puis la cerise sur le gâteau, hein, t'as le bonjour de ce monsieur Pierre Péquois. Et puis il m'a dit surtout, hein, dis à Albert qu'il n'oublie pas Eva. Et alors là, il pleure encore plus. Et je le vois partir dans son bureau et il revient avec un petit papier. Il me dit, voilà, pendant la Seconde Guerre, j'étais à l'école Massillon de Clermont-Ferrand. On nous remettait ce qu'on appelle des témoignages de satisfaction et j'avais mon meilleur copain. Et mon meilleur copain s'appelait Pierre Péquois. Et par amitié, à la fin de la cérémonie, il m'a remis son témoignage de satisfaction qui lui était dédicacé. Pierre Péquois, 20 décembre 1941. Et vous avez vu l'écriture. Le proviseur, la signature, la signature. Ouais. Et la cerise sur le gâteau, il me dit, mais ce que tu ne sais pas, Jean-Marie, parce qu'après je parlerai de psychanalyse un peu. Et il me dit, mon copain, sur le témoignage de satisfaction, derrière, il m'a dessiné quelque chose. Eva. Ah. Ouais, ouais. Je voulais te donner du lourd pendant l'émission, sans Voilà, prétention. écoute, je reste sans voix. Je reste sans voix parce que ne te connaissant, je remettrai absolument jamais en doute ta parole et ta bonne foi. Et tout ça, ça fait, c'est impressionnant. Pour moi, tu sais, tu me posais la question d'où viennent les informations.
Pour moi, c'est évident que, comme tu disais avec Moody, la vie après la vie, on continue sous forme désincarnée. Certains restent sur Terre, d'autres s'en vont dans l'au-delà, mais on est toujours, il y en a beaucoup qui restent en contact et qui échangent et qui sont là, toujours présents autour de nous. Mais ce qui est important, et j'en profite pour le dire au passage, c'est, à mon sens, il faut jamais leur imposer de venir. Il faut toujours les laisser libres de venir parce qu'ils viennent quand ils le peuvent, parce que c'est pas toujours facile non plus. Il y a pas, tout n'est pas forcément tout simple de l'autre côté. Mais pour moi, cette information, bien sûr, elles peuvent venir aussi des annales akashiques. Il peut y avoir un être mal intentionné de l'autre côté qui prend des faux habits de telle ou telle personne qu'on connaît et puis, grâce aux annales akashiques, il a complètement toutes les informations sur la vie de la personne qui peut tromper, évidemment. Mais je pense, personnellement, que comment faire la distinction le vrai personnage et un zozo qui prend, euh, qui prend ces habits-là. Et pour moi, la réponse elle vient surtout à l'intérieur de nous. Mhm. On sent Mhm. immédiatement, on sent l'intuition, le cœur, lui ne Oui, trompe pas, ne se trompe pas. Et donc, oui. c'est lui qu'il faut écouter et non pas forcément de se jeter dans les bras du premier venu. Et alors, la dernière anecdote qui touche la médiumnité, qui touche un domaine délicat que je voulais quand même évoquer, parce qu'elle est, elle est décriée, et surtout pour les jeunes, et c'est vrai qu'elle est à double tranchant. Du reste, que ça soit l'écriture automatique, que ça soit la table ou ce que je vais évoquer, le Ouija, par lui-même, l'outil, il est neutre. C'est ce qui vient ou c'est comment on travaille là-dessus. Mais une planche, comme une écriture automatique, comme une table, par elle-même, la table, elle n'est pas méchante. Le crayon n'est pas méchant. Le Ouija par lui-même, avec les lettres et tout, c'est pas méchant. C'est dans quel cadre ça va être utilisé, comment ça va être utilisé. Et je m'en suis bien tiré. Et je voudrais terminer sur ce plan de la médiumnité par cette anecdote. J'ai repris mon ouvrage, mais je voulais pour pas dire de bêtises. C'est qu'un jour, effectivement, il y a eu dans cette approche, donc tu as compris, table tournante, écriture automatique. Et effectivement, on me parle de ce fameux Ouija qu'on montre souvent dans les films, surtout avec des jeunes, avec les fameux lettres, hein, pour expliquer aux gens, ou un espèce de triangle avec oui et non. Tout le monde est un peu au courant de cette méthode. Et un jour, je m'en suis pas trop mal tiré, je le répète, Luc, j'expérimente tout parce que je suis, c'est pas que je suis naïf, je sais pas. Donc, je ne mets pas d'a priori sur ça. Comme pour le reste que je vais évoquer, j'expérimente. Donc, un jour, je prends une table de Ouija et je commence avec quand même ce sentiment de recueillement, j'oserais dire même de prière, de pas dire coucou, t'es là, mais vraiment avec mon phare qui était mon point de repère, et même par la suite, mon grand-père qui m'avait, entre guillemets, hein, je reste toujours prudent, se manifester, je lui ai dit, papy, grand-père, si c'est toi, fais-moi un petit signe. Et je vois que les lettres, alors là, ça va beaucoup plus rapidement, hein. Alors je vous lis parce que c'est important pour bien le situer par rapport, je reçois le message que j'ai sous les yeux, je lui dis, mais est-ce que tu pourrais me donner une information qui pourrait être vérifiée, mais que je ne connais pas? Donne-moi une information que je peux vérifier, mais que je ne connais pas. Et à ce moment-là, euh, toujours cette sensation de crayon, etc., j'ai le message suivant. Pendant la période, donc j'ai expliqué que mon grand-père était médecin, il a fait la médecine coloniale pendant les années des colonies, il était gouverneur et responsable à Tahiti en tant que médecin, et il me dit la chose suivante. Pendant la période où j'étais médecin à Tahiti, j'ai eu des problèmes avec un médecin, le docteur Léon Sasportas, qui me donne le nom d'un tout bib qui s'appelle Léon Sasportas. Il n'a pas été très correct avec les Tahitiens. Tu comprendras. Je comprends rien. Je répète, pendant la période où j'étais médecin à Tahiti, j'ai eu des problèmes avec un médecin, le docteur Léon Sasportas. Il n'a pas été très correct avec les Tahitiens. Tu comprendras. Je reçois ce message.
J'ai dit, qui peut m'apporter ou valider l'information que je reçois? Rebolote, invité chez les parents, l'un d'un repas sympathique. Et à un moment donné, quelques jours plus tard, je reprends ce que je m'étais, lors d'une discussion avec mon père, je lui pose la question, lors du séjour à Tahiti de grand-père, est-ce qu'il a eu un problème avec des médecins, avec un problème? Il me dit, tu sais, il a eu des hauts, des bas, hein, tu es bien placé pour le savoir, Luc, avec des gens sympas et moins sympas. Et j'ai dit, mais avec un médecin qui s'appelait Léon Sasportas. Mon père semble très troublé par ma question. Il me répond spontanément, oui, en effet, mais comment as-tu obtenu le nom de ce médecin? Qui t'a donné cette information? Euh, C'est-à-dire, c'est un peu compliqué. À la maison, bon, il y a des gens qui regardent la télé. Moi, je prenais mon guéridon, même, voilà. Et puis là, j'ai fait une séance un peu improvisée, papa. Et je vois mon père qui a les larmes aux yeux. Il me dit, il faut que je te montre quelque chose. Il passe dans sa bibliothèque et il me ramène un ouvrage rouge qui est l'extrait d'un ouvrage de Patrick Reilly et de Raoul Tessier, qui est sur les Tahitiens de la société océanique de toute cette période coloniale, lorsqu'il y avait les médecins en Polynésie française. Et dans ce livre, il y a effectivement, je crois que je te l'avais aussi envoyé, tu l'as, une petite biographie de mon grand-père, et que je ne connaissais pas, hein, je tiens à le préciser, euh, et lors de son séjour en Océanie, et à la fin de l'ouvrage, je découvre avec stupeur cette information. Il aura l'occasion, dans des articles publiés en 1929 par le Petit Journal Provincial, c'était le journal qui avait à l'époque là-bas, de protester contre l'accusation d'alcoolisme portée contre les Tahitiens par son collègue, le docteur Sasportas. Donc voilà où je voulais conclure. Ça a été un peu long, je m'en excuse. Ces Mais différentes, passionnant, mais passionnant, je te rassure. ces différentes facettes que j'ai pu vivre, on va passer après autre chose, sur ces facettes, et il y en aurait beaucoup à raconter, mais j'ai voulu, pour partager avec toi et aux auditeurs, ne pas donner des éléments clés de réflexion. Parce que c'est quand même, ça interpelle, parce que c'est pas on m'a dit, c'est des choses, que ça soit pour Kardec, que ça soit pour le reste, que ça soit pour Pierre Péquois, avec l'écriture automatique que je vous ai montré, avec l'expérience du Ouija. Alors, je tiens quand même à dire, pour terminer là-dessus, qu'effectivement, par rapport à la manipulation du Ouija, comme dans tout, prendre ça avec beaucoup d'humilité, de prudence et de discernement, et effectivement mettre en garde autant les adultes et surtout les adolescents de faire très attention à ce genre de pratique. Et c'est vrai qu'avec le recul, que je déconseillerais. Mais j'y suis passé par là. J'ai sauvé ma peau. Voilà, c'est D'ailleurs, pas c'est trop qu'on mal fait tous passé. on fait tous des expériences. C'est toujours tentant. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu fais bien partie de l'émission des bienvenus aux explorateurs de conscience. Parce que c'est vrai qu'on a beau dire attention, même aux adolescents. Et, par exemple, mon père me disait toujours, Luc, ne fais jamais médecine. Il faut jamais dire ça à un adolescent. C'est toujours pareil, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un témoignage, comme tu dis, direct. Et ce qui est intéressant également, c'est de voir bah, que ces témoignages sont aussi très simples, très pragmatiques, etc. Ce ne sont pas des choses qui vont nous dire, nous ouvrir beaucoup de choses sur le monde de l'autre côté. Voilà, bah écoute, merci, on arrive tout doucement mais tranquillement vers ce qu'on appelle les premières expériences de psychokinèse. Après ça, toutes les études qui ont été, que tu as pu faire avec tous ces professeurs que j'ai cités tout à l'heure dans différents endroits, en Belgique, etc., à Toulouse, à Paris, etc. Alors, pour les personnes qui nous suivent, je voulais simplement faire une petite présent- présentation parce qu'on parle souvent de télékinésie.
Et on parle de psychokinèse. Alors après ça, la télékinésie, pour faire simple et pragmatique, hein, parce que ce sont des termes qui peuvent aller beaucoup plus loin, mais la télékinésie, ça correspond à la capacité, par l'esprit toujours, de bouger les objets. La psychokinèse, c'est la possibilité de les modifier, c'est-à-dire de les tordre, comme on connaît tous les expériences de tordre des cuillères. Et là, je suis honoré aussi de la présence de Jean-Marie qui a ce talent-là. Oui, 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 il va nous raconter ça. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est Uri Geller qui a lancé hein, ça dans Tout à les années fait. 70. Il a été décrié, etc. Mhm. On peut l'imaginer. Bref, et après ça, il y a aussi, je crois que c'est un de tes amis d'ailleurs, Jean-Pierre Girard. Jean-Pierre Girard, et ce qui est intéressant à noter, j'avais lu ça dans ton livre, c'est que Jean-Pierre Girard a Oui. travaillé 11 ans avec la CIA. Oui. Du reste, 82 ans, 82 printemps, et toujours actif pour régulièrement des stages sur toute la France de parapsychologie expérimentale. Voilà. Toujours. On pourra y revenir Oui. dans un instant, mais ce qui est intéressant, c'est que s'il a travaillé quand même pendant 11 ans à la CIA, sur ce sujet-là, sur la psychokinèse, on peut imaginer qu'il avait des résultats parce qu'il ne serait pas resté aussi longtemps, c'est Et tout. avec l'État français, je dirais même, il en parlerait mieux que moi, même en faisant des expérimentations que je pourrais même succinctement évoquer, même beaucoup, il a travaillé beaucoup aussi et invité, je mettrai le mot invité, entre guillemets, aussi en Union soviétique. Mhm. Tout à fait. Et on va revenir un petit peu là-dessus, mais il y avait deux éléments aussi qui sont assez intéressants. C'est que ces résultats, ces expérimentations, ces expériences que tu as fait avec des scientifiques dans des laboratoires, etc. Donc, pour empêcher tout trucage, justement, Oui, oui. et donnent souvent des résultats positifs, mais pas toujours. Il y a des fois où ça ne marche Marche pas, même si tout c'est à pas. fait. Et ce qui est aussi amusant, et c'est ce que j'avais lu, c'est dans ton récit, c'est qu'en plus, il y avait des fois, c'était décalé dans le temps. L'expérience n'a pas marché, puis d'un seul coup, tout le monde s'en On va, va l'évoquer, on va l'évoquer, et petite on va les... cuillère continue. et même, j'ai toujours, si tu préfères, c'est important ce que tu dis, Luc, ma démarche, c'est toujours science, médecine et spiritualité. C'est-à-dire, ça forme à tout. J'ai toujours cherché depuis ma prime enfance, parce que j'avais ce milieu médical et scientifique où j'ai vécu, d'allier effectivement toujours ces deux pôles, spiritualité et science, pour faire simple. Et donc, confronté à ces différents phénomènes, effectivement, il y en a eu d'autres qui ont commencé à se manifester d'une façon empirique que j'ai évoquée. Jusque-là, on rentre dans le domaine, effectivement, des expériences, ce qu'on appelle de la parapsychologie expérimentale. Et je reviens sur le début par rapport à un acteur connu et très médiatisé, et je vais donner aussi une information pas surprenante, mais qui laisse à réflexion. Je vois, comme tout le monde, dans les années 75, un jeune Israélien à la télévision, d'un jeune Israélien qui se présente comme Uri Geller et qui prétend avoir une action sur la matière en tordant des couteaux, des fourchettes, etc., etc. Je regarde un peu dubitatif cette première émission, assez tardive du reste. J'essaye moi-même de faire, parce qu'il a proposé aussi aux personnes qui regardaient cette émission à l'époque de faire ces expériences. Il ne se passe strictement rien. Mais alors, Luc, que dalle, rien. Et tu sais, toujours cette question de prudence, d'humilité, de discernement, de dire, mais le gars, c'est un super illusionniste, mais comment il fait? Tu vas Ouais. voir, le phénomène est à double facette, hein, tu vois. Et c'est là que ça va devenir très intéressant, Luc. C'est, je me couche et au moment où je m'endors, quelque chose de fou se passe, toujours à l'extérieur, comme un peu dans les autres phénomènes que j'entends une voix métallique qui me dit trois choses. Un, tu feras la même chose qu'Uri Geller. On est en 75. Deux, tu le rencontreras. Je vais rencontrer ce mec-là qui commençait à être très people. On est dans qui faisait des tournées. Enfin, il commençait à être à peine médiatisé. Hein. T'imagines le feu de poudre qu'il y a eu. Alors, un, tu feras la même chose. Deux, tu le rencontreras. Trois, tu rencontreras un de ces émules français
qui fera la même chose que lui et des expérimentations en laboratoire. Et ça s'arrête. Et je me dis, le délire commence. Voilà. Et donc, à la suite de cela, effectivement, je fais cours d'autres tentatives d'expérience lamentables, si je peux dire lamentables même. Il ne se passe rien jusque quelques années plus tard, en 76, il y a, aussi comme pour la mort de mon oncle, il y a une rediffusion de l'émission du passage du Galère en France. J'avais mis ça de côté, hein, Luc. Et puis, euh, j'ai dit, ah ouais, oui, bah oui, on avait vu l'émission, il repassait une émission, tu sais, il repasse ou il revenait. J'ai dit, bah oui, et donc à table avec mes parents, je prends une cuillère à soupe, bien comme il faut, et puis j'ai dit, bah oui, il disait, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, mais ça, Luc, seulement devant moi, le truc se tord, bouche bée, je laisse tomber la cuillère dans la soupe. Putain, je m'en fous partout. Mes parents, ils me disent, mais qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai dit, voilà. Elle me dit, mais c'est quoi ce truc-là? T'as appris un tour d'illusionniste? Je lui dis, non. Et du reste, on fera peut-être une pause. Je te remontrerai des couverts que je les ai oubliés, mais je vais montrer tout à l'heure. Euh, et puis, je commence à faire, et puis ça se tord à nouveau. Et il me passe un couteau, une fourchette, une cuillère. Puis après, je recommence. Ben, il se passe rien. Donc, ça attire si tu préfères, ça attire ma curiosité. Je veux dire, voilà. Et c'était du lourd, hein. C'était pas la petite cuillère, c'était pas une cuillère en nitinol préparée, hein. Parce qu'il y a aussi, on parlera de Ranki, de l'illusionnisme avec les cuillères à mémoire de forme qui enregistrent des informations. C'était pas une cuillère préparée par l'illusionnisme avec un métal qu'on appelle le nitinol. Tu connais, hein, c'est préparé d'avance, hein. Effectivement, comme c'est préparé avec un mémoire de forme, quand tu la touches, ça se tord. Mais c'est tout à fait scientifique, c'est préparé, il y a rien de paranormal, qui n'est peut-être que du normal pas expliqué. Maintenant, donc, je me livre à ce genre de nouvelles expériences dans mon champ d'action, et c'est là que ça prend une tournure qui m'inquiète, c'est ça commence à se tordre n'importe quand et n'importe où. Et là, ça pose problème. Parce que il y a beaucoup de gens, ils courent après les stages ou ce genre de phénomène, hein. On en avait parlé quand tu m'avais très gentiment proposé dans un de tes livres ma publication. Moi, je courais dans l'autre sens, Luc. C'est au secours, euh, une vie, j'ai envie de dire, normale. Parce que ça commençait, alors t'imagines, tu vas au restaurant, tu es obligé de mettre des moufles, tu as la table qui commence à léviter, tu es en train de manger, ta glace au chocolat à la fin à la vanille qui est fort sympathique, même si c'est pas naturel, on s'en fout. Tu manges avec nimbé de chantilly, de chocolat, tu es en train de parler avec la famille ou les copains et les copines, et tu tiens ta cuillère qui est en train de se tordre. Ça fait mauvais genre. Ouais, bah, tu racontais aussi dans ton livre que de temps en temps, vous étiez au restaurant avec tes parents et puis il y avait Oui. une table qui commençait à bouger Ah et que tout oui. le monde mettait ses coudes sur la table pour l'empêcher de bouger pour pas que ça se voit. Ah non, non, mais ça fout la merde. Non, mais non, non, mais non, mais surtout que tu recherches pas ce genre de choses. Donc, automatiquement, ça prend de l'ampleur. Et si tu préfères, mon chemin de vie m'amène à rencontrer, ça serait tellement long à rencontrer, suite à ces phénomènes-là. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de revues, des émissions comme toi, fort sympathiques, des revues faites par l'INRES, Stéphane Alix, etc. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Et j'entends parler d'une revue par un monsieur, on pourra en parler, ça te dit quelque chose qui s'appelle Jean Miguer, ça remonte loin, un contacté sous coupe. Là aussi, il y aurait tellement de choses à raconter que je vais voir lors d'une de ces conférences et qui n'avait plus de bouquins. Son dernier ouvrage, tu vas voir comme c'est curieux la vie, hein, n'avait plus de bouquins. Et il me dit, bah, Monsieur Le Gall, il y a une librairie qui s'appelle la librairie de l'autre monde, dont il y a un journal qui s'appelle L'autre monde, qui est dirigé par une de mes connaissances, qui s'appelle Jean-Paul Bourg.
vous allez trouver mon livre là-bas. Et donc, je vais chercher, je fais le lien, cette revue. Je découvre effectivement le mot télékinésie, psychokinèse, plein de choses. Je commence même à parler avec ces journalistes. Je commence comme toi à me confier. Et du coup, alors que je m'y attends pas, ça me donne un article dans leur revue et Jean-Paul Bourg dans son livre qui s'appelle Les enfants extrasensoriels et leur pouvoir. J'aime pas trop le titre, aux éditions de Chou de l'époque, qu'on peut toujours trouver d'occasion. Mais ce que je n'avais pas imaginé, Luc, c'est que, effectivement, moi je connaissais rien au domaine de l'édition, ce livre part dans tous les sens, sympa, je reçois mon livre dédicacé, mais je commence un jour à recevoir un coup de fil d'un monsieur fort sympathique que je ne connaissais pas, qui s'appelle Jacques Pradel, qui me dit, voilà, je suis en train de lire le livre de monsieur Jean-Paul Bourg, je voudrais vous interviewer. Donc je fais une interview, j'avais même pas 18 ans, ou à peine 18 ans, à France Inter, je commence à Radio Monte Carlo, et tout ça, ça fait boule de neige, jusqu'aux années 80, où je suis contacté par Alain Bougrain Dubourg et Patrice Laffont, à une émission effectivement à l'abbaye de Mortemer sur une tentative de psychokinèse. C'est-à-dire, c'est bien beau ce que vous faites, monsieur Légal, mais est-ce que vous voudriez vous prêter à ce genre d'expérience à la télévision? J'ai dit oui, pourquoi? Parce que sur le plateau, il y avait d'autres personnes qui faisaient d'autres sujets. Je me suis dit, je ne vais pas être tout seul, je vais pouvoir parler de tout ce que je vis. Je vais faire cette émission et, aux surprises, coup de peau, ça fonctionne. Du reste, sans prétention, si vous allez sur mon site, bien que je suis plus professionnel, en tapant www.jean-marie Legal, vous allez retrouver un certain nombre d'émissions de télé et de radio, dont cette fameuse émission de 1980. J'ai été un peu long. Pourquoi j'ai planté le décor? Parce qu'à la suite de cela, je commence à être sollicité par des scientifiques. Et trois scientifiques. Le professeur Étienne Guillet, qui fait de la recherche en biologie moléculaire à l'époque à la faculté d'Orsay. J'entends parler d'un mathématicien statisticien, le professeur Yves Lignon, à la faculté de Toulouse-Le Mirail, et un médecin psychiatre belge, psychanalyste et illusionniste, qui est le docteur Jean Dierkens. Ils me disent, monsieur Le Gall, c'est bien beau tout ça. Nous, on fait de la recherche méthodologique et scientifique rigoureuse. C'est bien gentil, mais on aimerait bien voir ce que vous faites. Il me le dit gentiment. Parce que parler, c'est une chose, voir, c'est autre chose. Est-ce que vous voulez bien, dans un cadre rigoureux, avec effectivement des contrôles de caméras et autres, parce qu'il y a des illusionnistes, j'en ai rencontré, Gérard Marjax entre autres, qui peuvent effectivement truquer des phénomènes de déplacement à distance, comme tu as dit télékinésie ou psychokinèse. Sauf quand il faut modifier la structure moléculaire, comme l'a fait Jean-Pierre Gérard, vérifier sous un microscope électronique, là, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Donc, pour faire simple, je commence mon bâton de pèlerin à partir en Belgique, chez le docteur Dierkens, et qu'est-ce qu'il me met dans les mains? Une barre tordue par Jean-Pierre Gérard, que je ne connaissais pas. Et il me dit, mais Jean-Marie, il y a un Français, il fait comme toi. Ah bon? Ben oui, comme Geller. Et j'ai expérimenté avec Jean-Pierre Gérard. Curieux. Et donc, il m'amène une espèce de mastoc, une barre, du lourd, testé par des haltérophiles. Tu as vu comment je suis taillé dans un bâton de sucette, toi, un haltérophile. Et je lui ai dit, je lui ai dit, Jean-Pierre, il a fait ça en combien de temps? Ben, il a mis 2 heures. Parce que c'est pas de l'illusionnisme. Ça claque pas des doigts comme ça. Tu vois? Et est-ce que c'est l'émotion? Je pense que là, il y a un côté très émotionnel. Parce que la veille au soir, j'avais bouquiné la bibliothèque du docteur Dierkens et je m'étais tapé pratiquement le livre de Jean-Pierre Gérard toute la nuit, un peu comme Claude Clos et les Claudettes, tu vois, la star. Et quand j'ai vu ça comme un trophée. Hein. Et est-ce que c'est l'émotion? Alors j'avais à l'époque électrocardiogramme, électroencéphalogramme, et à l'époque, dans le laboratoire, il y avait des grosses bobines, tu sais. On est quand même dans les années 80. Hein. Et le docteur Dierkens, Madame Dierkens est là, Christine Dierkens qui fait effectivement de l'acupuncture, heureusement, qui a de l'eau et du sucre. Et je prends la barre et sous le regard des caméras attentifs, je commence à caresser tout doucement cette barre qui, subitement, en 1 minute 30, commence
à se tordre sous mes yeux ahuris. Là, je fais une crise d'arythmie, je commence à avoir le cœur qui bat très rapidement, je commence à faire un malaise vagal, et heureusement, la fille Sylvie Dirkens me donne, bon, c'est du sucre blanc, me donne un morceau de sucre blanc sous la langue, me donne un bout de pain et me dit tu fais un choc d'hypoglycémie, je te mets 3 aiguilles d'acupuncture. Alors effectivement, j'ai arrêté de transpirer, ça a fait remonter le taux de glucose, je t'apprends rien, même après si ça a fait des dents de scie, mais en attendant, ça m'a replombé, tu vois. Et à ce moment-là, le docteur Dirkens me dit Jean-Marie, j'ai un problème, tout commence à clignoter dans le laboratoire et les gros appareils qui faisaient des enregistrements d'électroencéphalogrammes, les grosses bobines qui enregistraient tout, commencent à tourner en l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et il me dit, fous le camp, dehors du labo, je vais tout perdre autrement. Donc, je suis expulsé du laboratoire, euh, chancelant quand même, hein, pas très frais, tu vois. Donc, première expérience de psychokinèse en laboratoire. Alors, si je peux me permettre, au passage, c'est pour que les personnes qui nous écoutent relèvent bien le principe. C'est qu'en fait, lu ça aussi dans d'autres expériences. Peut-être que tu vas nous les raconter où tu avais tordu des petites cuillères dans un restaurant entouré de personnes, etc. Et en fait, toutes les personnes qui étaient autour se sont retrouvées fatiguées après Oui, que tu aies fait ton expérience. Toi oui, aussi, quand tu es oui, fatigué, les oui, montres se sont arrêtées. Donc, oui, les appareils de ce laboratoire, on comprend aussi qu'ils ont pu s'arrêter. Pourquoi? Pourquoi, à mon sens, mon opinion, hein, c'est que pour faire ce phénomène de psychokinèse, tu as comme pompé, drainé, aspiré ces énergies, et ces énergies qui ont permis cette oui, modification cuillère. du- des cuillères. Parce que là aussi, tu vas me dire, tu me donneras peut-être ton opinion, mais tu connais en physique quantique l'histoire de la dualité onde-corpuscule avec Mhm, la matière qui se transforme en énergie, l'énergie qui se transforme en matière. Il y a eu même un article qui était assez impressionnant qui était sorti dans Sciences et Vie ou Sciences et Avenir il y a quelques années, qui nous expliquait un enzyme était capable, le matériel était capable de prendre sa forme énergétique pour traverser une muqueuse et reprendre après ça une forme physique. Ça me rappelle aussi les phénomènes de poltergeist. Et donc, ces choses, ces pommes, il y avait un type qui racontait comment les pommes traversaient les murs. oui, mais Étaient oui. très chaudes. Et pourquoi très chaudes? Tout comme le mur était très chaud, parce qu'en fait, il y avait eu un changement moléculaire. C'est que quelque part, c'est comme s'il y avait sa structure qui avait pris une forme éthérique pour le Oui, passage. Et moi, je pense, mais c'est qu'une hypothèse, hein, c'est qu'au niveau d'une torsion, quand tu tords une cuillère, quand tu tords une barre, tu, tu absorbes toutes les énergies ambiantes, y compris les tiennes. Et on voit et pourquoi tu es tombé ainsi dans un état de malaise vagal, parce que toute ton énergie a été pompée pour faire ce changement, ce transfert énergétique moléculaire. Et tu disais très bien qu'il y avait eu des études qui avaient été faites microscopiques et qui avaient montré qu'il y avait des modifications mhm, moléculaires au niveau de l'endroit. Et ça fermait cette torsion. Voilà, oui, c'était un petit peu une explication qui ne oui, vaut, qui en vaut oui. certainement, il y en aura certainement d'autres, mais pour moi, elle se tient assez. Voilà, excuse-moi, pendant que tu étais en train Non, non, c'était parfait. de Et j'en ai profité chercher tes petites cuillères. oui, pour illustrer. Je voulais, pour montrer, alors, je veux pas tomber dans le sensationnalisme, hein. Du reste, ce que je vais vous montrer, ce sont des survivants, parce que je n'ai pas tout gardé, d'une expérience, je le salue, il a rejoint le monde des étoiles, notre ami Jean-Claude Carton, d'une expérience qui était animateur dans les époques 2005-2007, qui avait fait les premières web radio aussi, et lors d'un séjour, effectivement, dans le sud où j'habitais, était venu et m'avait demandé d'une façon informelle de tenter une expérience. Il était, je le reconnais, et je peux tout à fait le comprendre, tout à fait dubitatif et complètement sceptique par rapport à ça.
Et voyant bien que c'était fait bon enfant, qu'il n'y avait pas de préparation, que c'était du reste, comme je le montrerai, de l'argentique familiale assez solide, en présence des membres de ma famille et de lui et de sa compagne de l'époque, on avait tenté une expérience. Et pour vous montrer l'original, donc c'est une cuillère tout simple familiale en argent, voilà. Et voilà ce qu'on a pu obtenir. Ah, ah oui, quand même. C'est pas une petite torsion, hein. Et c'est Ah, ah. Hmm. voilà, voilà, j'ai gardé, c'est pour montrer un peu le type de observation du phénomène. Alors tu t'imagines, là c'est quelque chose d'assez basique sur une barre Hmm. testée en analogue qui fait le triple ou le double. Parce qu'on peut toujours dire mouvement de, comment dire, tu sais, un peu comme on dit, on détourne l'attention et puis tour de passe-passe que je ne connais pas, mais là, Oui, quand même. Hmm. Hmm, hmm. bah, Mais même moi là, c'est intéressant que tu aies pu réaliser un certain nombre de ces expériences en laboratoire, parce que, bah, voilà. évidemment, là, tu es filmé, tu étais séparé des objets, etc. Les Oui, objets étaient apportés par les ah expérimentateurs. oui, ah oui, Donc, oui. il y avait pas, c'était pas toi qui apportais les petites Ah cuillères, non, tu non, 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 pouvais non, pas non, les non. toucher, tu pouvais pas. Non. Alors ça c'est pour l'expérience de psychokinèse. Ensuite, on s'est retrouvé toujours dans le terme de la psychokinèse. Avec, j'ai rencontré effectivement le statisticien et mathématicien qui est décédé il y a un an, le professeur Yves Lignon. On s'est retrouvé à faire effectivement des expériences je dirais un peu les fameux cartes Zener, hein, les expériences de télépathie de cartes Zener, des expériences classiques de télépathie. Et il avait aussi fabriqué un, une espèce de boîtier avec un fil électrique relié à une jauge en verre. Et à l'intérieur, il y avait un conducteur électrique. Et ce type d'appareil assez basique, relié donc à un voltmètre, était censé être mis, mais c'était très rudimentaire, hein, être mis dans les habitations pour contrôler à un petit niveau les tremblements de terre. Et simplement, effectivement, dans cette jauge en verre, donc qui n'a pas de contact, cet appareil, jusqu'à présent, ne réagissait pas. Même en le tenant, même en le secouant, il n'avait aucun effet. Et donc, il m'avait proposé d'essayer d'avoir une action psychocinétique sur cette petite résistance à l'intérieur qui, par flux électrique, aurait montré pendant un bref instant, par effet résonance, un mouvement de vibration ou de déplacement de l'aiguille du voltmètre. Tu me suis, je plante le décor. Et Yves Lignon, c'était ficelle, hein, l'expérience, j'ai compris après. Il me présente donc ce boîtier avec ce voltmètre et normalement qu'il y a un cache devant, parce que l'aiguille peut autrement flotter et se déplacer. Et donc on fait une expérience et là, à la surprise de tout le monde, au bout d'une heure, donc je fais ce mouvement un peu comme sur la cuillère, ce mouvement-là, tout simplement, d'effleurage, là aussi filmé, pour voir qu'il n'y a pas de manipulation. À la stupéfaction, il y a une réaction de ce petit générateur, de ce vumètre, qui commence au niveau de l'aiguille à se déplacer tout doucement et à vibrer pendant une quinzaine ou une vingtaine de secondes, à la stupéfaction de Lignon et de toute l'équipe qui était là. Et quelques temps plus tard, en 1986, nous sommes invités à une émission avec Jérôme Bonny, qui est journaliste d'investigation, pour Antenne 2, à une. C'était toute une semaine sur la parapsychologie et sur le thème de la télékinésie, de la psychokinèse. Et donc, Yves Lignon propose à Jérôme Bonny de réitérer la même expérience à Paris. Et nous nous retrouvons, aux surprises, dans le bunker d'Antenne 2 du président de la République. Pourquoi? Parce que toute l'équipe était en tournage dans différents locaux. Il restait, c'est là que j'ai appris, dans toutes les chaînes de télévision, en cas de conflit mondial et atomique, il y a un bunker, entre guillemets, isolé des ondes électromagnétiques, de la nourriture. On n'a pas eu accès à ça. On n'a eu accès qu'à la première salle. Il y a effectivement une salle
avec une table très simple, où le président de la République peut faire une élocution au public de ce bunker. Et c'était dans ce bunker qu'il restait de la place. Comme je suis un peu claustro, on est rentré, alors tu rentres là-dedans, tu as une espèce de coffre-fort que tu ouvres, hein, tu sais, comme on voit dans les films, hein. Tu rentres là-dedans, heureusement qu'on n'est pas resté, bien qu'on est resté 2 heures et demie dedans, hein. C'est très bien éclairé, voilà. Et donc il y a toute l'équipe qui est là, avec Yves Lignon et cette fameuse, ce petit appareil. Et là, l'expérience, tu as dû l'écouter parce qu'elle est retranscrite sur mon site, effectivement avec le commentaire d'Yves Lignon sur l'expérience qu'on va évoquer après de Villejuif, mais explique tout le, tout le commentaire de cette expérience qui est au bout de 2 heures et demie et des crampes dans les mains, réussi pendant une trentaine de secondes, mais au bout d'un effort de 2 heures. Donc pour montrer que ce n'est pas comme ça, je ne suis pas un illusionniste, je ne suis pas Gérard Majax, tu vois. Donc voilà, ça c'est l'aspect psychokinèse. Il y a eu quelques événements non contrôlés effectivement de l'ékinésie, mais sur cet aspect-là, ce que je voulais terminer, parce que j'essaie de faire court, c'est qu'effectivement, dans le temps, j'ai, depuis plus de 40 ans, rencontré mon ami monsieur Jean-Pierre Gérard, qui est devenu un ami. Donc, par rapport au message de 1975, j'ai rencontré Jean-Pierre Gérard et en 1987, on va parler d'expérience de magnétisme maintenant, mais en 1987, Uri Geller passe en France dans une émission, parce que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, Michel Pollack, on va l'évoquer dans quelques instants. Vu ce que nous avions fait ensemble, ce que je vais évoquer, je reçois une invitation personnelle de TF1 parce que il connaissait Michel Pollack, mes expériences que nous avions faites et les expériences que j'avais faites avant de psychokinèse et télékinésie, et me propose très gentiment pour le gratin trié dont j'ai fait exceptionnellement partie, de rencontrer lors de son tournée en Europe, lors de sa visite en France, Uri Geller. Et donc, en mars 87, lors de cette émission, avec la présence de Jean-Pierre Gérard à mes côtés, du professeur Yves Lignon, entre autres, du professeur Cussard, professeur en métallurgie, qui avait travaillé sur les alliages avec Jean-Pierre Gérard, tu te rends compte, Luc, la prophétie que j'avais entendue en 1975, cerise sur le gâteau, j'ai Jean-Pierre Gérard à côté de moi sur le plateau, et je dialogue et je rencontre Uri Geller. J'imagine. C'est magnifique tout ce que tu me racontes là. Et tu vois, on t'écouterait pendant des heures et le fait est que déjà, on t'écoute depuis largement plus d'une heure. Et donc, je te laisse toujours libre de On va choisir faire concentrer. parce que je sais que tu as encore moult choses à pouvoir nous Non, raconter. je vais synthétiser. C'est que ce que j'aimerais, c'est garder aussi du temps pour les contacts avec les médecins du ciel. Non, mais je vais évoquer, non pas très succinctement, effectivement, à la suite de tout cela, je fais d'autres expériences avec d'autres scientifiques, avec le professeur Étienne Guillet sur ce type d'expérience de magnétisation. Et effectivement, je fais une grande expérience. Je vais aller de façon très synthétique. Après tout cela, ces différentes expériences, Yves Lignon me propose, je passe les détails, de faire une expérimentation supervisée en laboratoire, si possible de trouver un scientifique qui accepterait de faire une expérience assez basique de magnétisation d'eau sur des cressonnettes de radis, des choses comme ça, pour les faire pousser plus vite. Cette expérience est mise en place, pour faire court, en 1982. Il faut attendre 2 ans, supervisé par Michel Pollack, pour une émission qui s'appelle Droit de réponse, et de faire une émission dont le titre était à l'époque Magnétisme, médecine complémentaire, réalité ou fumisterie. J'ai mis dans l'ambiance. Et donc, avec cette expérience clé, de trouver quelqu'un de très sceptique qui accepterait de faire une expérimentation dans un cadre hospitalier, filmé, et qui pourrait faire le cadre d'une future émission.
Je passe les détails. On attend 2 ans et la perle rare se présente. Il s'agit du professeur Léon Schwarzenberg à Villejuif qui accepte de nous recevoir et à se prêter à ce genre d'expérience. Je passe les détails. Nous avons l'occasion de le rencontrer, de mettre en place un protocole expérimental avec des pots traités et des pots témoins, avec des cressonnettes de radis parce que ça pousse plus vite, avec un lot de bouteilles témoins sous la présence d'huissiers. Donc toute l'équipe de Pollack est présente, Michel Pollack est présent et il y a aussi les huissiers et il y a aussi quelqu'un qui est important, hormis le professeur Schwarzenberg qu'on ne présente plus, qui est, comme tout le monde le sait, un célèbre cancérologue français, le professeur Livignon, donc, qui est mathématicien statisticien, Michel Pollack, donc, qui est le présentateur de l'émission, et il y a quelqu'un qui se joint à nous parce qu'effectivement, à la suite de ces expériences qui sont faites sur une période du mois d'octobre ou au mois de novembre, je me déplace toutes les semaines à l'hôpital Villejuif. Il y a sur une paillasse, pour faire simple, des bouteilles d'eau, dont je ne dirai pas la marque, qui sont hermétiquement fermées contre les sous-huissiers, 8 bouteilles d'un côté, 8 pots d'un côté, non traités, entre guillemets, hermétiquement fermés, de la terre, des cressonnettes, des choses qui poussent vite, qui ont été mis ensemencées par le producteur de télévision. Je n'ai rien amené, je tiens à le préciser. On vérifie l'étanchéité des bouteilles et de l'autre côté, 8 bouteilles qui vont être magnétisées, les pots, etc. Vérifier. Il y a la présence de Yves Lignon qui vient spécialement de Toulouse. C'est filmé, il y a des photos. J'impose les mains pour faire simple pendant une quinzaine de minutes sur les bouteilles et j'ai fait mon job. À la suite de cela, le professeur Léon Scherzberg et alors effectivement, ce n'est pas du double aveugle, va lui-même arroser les pots traités, vous m'avez compris, et les pots témoins au traité entre guillemets magnétisé avec visualisation d'énergie, envoyer de l'énergie. Enfin, j'ai fait ma tambouille mentale, hein, et voyant les pots des graines pousser plus vite. Et donc, c'est le professeur Schwarzenberg qui se charge de faire ce travail, l'eau étant transvasée dans des bouteilles, dans des conteneurs plastiques, pour voilà, que les choses soient faites dans le bon sens. Et donc, avec sa collaboratrice Odile, il fait ce staff. Et donc, toutes les semaines, ensuite, nous nous réunissons pour voir la progression des pousses. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Il ne fallait pas sortir de Saint-Cyr, il suffisait de regarder, entre les pots traités et les pots témoins, ça poussait plus vite. Je t'apprends rien, Luc, hein. Sauf que lui, c'est un électrochoc pour lui. Et, je t'apprends rien non plus, la science nous dit, une expérience ne suffit pas. Les probabilités des lois du hasard font qu'effectivement, coup de peau. Reproductible. Reproductible. Donc, du coup, il faut recommencer. Que ça ne tienne, c'était financé, c'est important, par TF1, qui n'était pas privatisé. Important de ce petit détail. Donc, c'est toi, moi, tout le monde qui payons. Il faut savoir quand même que chaque huissier était payé à l'époque 1000 francs de l'heure. Intéressant. Moi, ils m'ont payé ma carte orange que j'avais à l'époque pour aller à Villejuif. C'est tout. Et une demi-pizza remboursée. Voilà. Et à la suite de cela, ce qui est normal, alors, il faut dire que à chaque fin d'expérience, quand on retournait 8 semaines après, c'était au millimètre, avec ses collaborateurs, on retirait pouce par pouce les pouces qui avaient grandi, mesurés à la règle. Et au millimètre, entre les pots traités et les pots témoins. À la suite de cela. Marie, accélère un petit peu pour alors, qu'on. Oui, mais on va y arriver. Je termine juste sur ça pour dire qu'il y a une analyse statistique qui a été faite à ce niveau-là et qui a été supervisée, il faut quand même le signaler, par un polytechnicien qui s'appelle Daniel Schwartz, qui était le plus grand statisticien de l'époque. Je termine là-dessus. Donc, qui a montré une différence, et je terminerai là-dessus, sensible entre les pots et traités les pots témoins. Malheureusement, cette expérience qui devait passer à la télévision a été censurée et nous avons eu l'interdiction publique de parler de cette expérience à la télé et à la radio. Ça a été fait classiquement en 2010 et cette expérience est passée au placard.
Et oui, ce qui est dommage, parce qu'en fait, euh, pour cette magnétisation de l'eau, toi, tu es un magnétiseur, tu as beaucoup de talent, comme on a pu le voir depuis le début de cette émission, mais en fait, tout le monde aussi peut magnétiser, magnétiser l'eau, magnétiser les aliments, et ce qui est bon aussi de l'eau magnétisée, qui va être bonne pour la croissance des plantes, il est évident que c'est bon aussi pour nous. Pour la boire, pour remonter notre niveau vibratoire, pour les aliments, pour remonter leur niveau vibratoire et ainsi pouvoir la... Et ça sont des expériences, à mon sens, extrêmement importantes, d'abord qui prouvent l'effet du magnétisme, du transfert d'énergie sur de l'eau, etc., mais aussi au-delà des bienfaits que ça peut prodiguer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je prêche pas, j'aime pas prêcher pour ma chapelle, mais je vais quand même le dire sur ma chaîne YouTube, vous trouvez Mhm. des vidéos qui vous expliquent tout simplement comment magnétiser. Et ne soyez considérés que, bien sûr, notre ami Jean-Marie a un talent fou, a des capacités, il a de l'expérience, 40 ans, etc. Mais tout le monde peut le faire et avec un petit peu de pratique. Et d'ailleurs, il y a un élément aussi qui est intéressant dans ce que j'avais noté par rapport à la psychokinèse, et si tu veux bien, on va finir là-dessus avant de passer sur les médecins du ciel. Oui. C'est qu'en fait, je crois que c'était, je ne sais plus si c'était toi ou Monsieur Girard qui disait qu'en fait, ouais, c'était Monsieur Girard qui racontait quand il faisait ses formations, eh bien, sur la psychokinèse, etc., à la fin, il y avait quelque part la moitié des personnes qui étaient capables de faire, Mm. et l'autre qui avait encore des difficultés. Et la différence entre les deux groupes était tout simplement que les personnes qui y arrivaient, eh bien, tout simplement, pour elles y croyaient. Pour elles, c'était une évidence qu'elles allaient pouvoir le faire, tandis que les autres étaient dans le doute, dans les croyances, dans les programmes, etc., erronés qu'on a pu apprendre. Et donc, c'est ça la différence, c'est vraiment de lâcher prise et une confiance totale sur la réalisation et les capacités. Ça, j'ai trouvé que c'était Tout à fait. C'est un élément clé. très important, ça. Oui, cette question de foi au sens noble du terme, effectivement, comme tu l'as dit très justement, de lâcher prise et de dire pourquoi pas. J'y arriverai. Just do it, comme ils disent. Voilà, voilà, tu vois. Allez, maintenant, parle-nous de Alors la cerise, effectivement, tout ce long parcours médiumnique, expérimental, m'a fait en quelque sorte aussi de me dire, mais dans la vie, qu'est-ce que je vais devenir avec tout ça? Qu'est-ce que je vais faire? Donc effectivement, dans les années 80, bon, succinctement, j'ai participé, j'avais bien les pieds sur terre parce qu'il a fallu commencer à travailler dans une vie active, il y a très longtemps maintenant, dans les années 78. Donc je suis devenu agent de l'État dans l'éducation nationale en tant que préparateur en physique-chimie, ce qui n'a pas été ma tasse de thé, mais qui m'a permis de me donner aussi une base. Tu vois, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre. Quand tu es dans l'éducation nationale, préparateur en physique-chimie, tu fais des choses basiques. Et pendant cette durée d'éducation nationale, j'ai voulu me former en tant que naturopathe dans une école qui était la seule à l'époque, une des seules à l'époque de Monsieur Marchessault. Donc j'avais suivi une formation assez traditionnaliste, j'ai envie de dire, on dirait maintenant, sur 3 ans, 4 ans, comme j'étais un peu partout, télé, radio, Croix-Rouge, j'ai redoublé. Donc, j'ai terminé ma formation classique dans les années 85 et j'ai commencé à exercer dans les années 86. petite question au passage, par curiosité. C'est Valentin Marchessault, le monsieur. Valentin Marchessault. Tu l'as connu personnellement? Mais bien sûr, Parce que je trouve, moi, j'ai lu pas mal de ses écrits, de ses connaissances, etc. Parce qu'il va bien au-delà, en plus de la naturopathie, tout à fait, tout à sur fait, l'énergie, sur les corps subtils, etc. tout à Et fait. j'ai trouvé que son travail était admirable. Ah ben, tout à fait énorme. Il y a même des petits livrets. Ben, moi, si tu préfères, j'ai suivi de façon classique sa formation sur 3 ans et demi, 4 ans, où il évoque du reste, il y a 2 livrets que j'ai toujours de l'époque qui traitent non pas du magnétisme qu'on va évoquer, mais des magnétismes physiques, magnétiques, électriques, énergétiques, mental et spirituel. Donc j'ai suivi ce cursus et j'ai commencé à m'installer dans les années 85 en tant que naturopathe magnétiseur. Donc j'ai fait court, hein, parce que comme tu dis, il y avait plein de choses. J'ai commencé à
tâtonné, à lire les livres de Mesmer, de Puységur, du baron Dupotet, de Reichenbach. Donc, je me suis nourri des frères d'Urville, il ne faut pas les oublier, d'une littérature abondante de mes pères ancestraux du magnétisme, et j'ai commencé à exercer une activité de magnétiseur naturopathe classique. Mais, effectivement, ce que j'avais oublié de dire, en 1973, mon grand-père, médecin militaire, est décédé au Val-de-Grâce, l'hôpital militaire de Paris. Et quelque temps avant son décès, m'avait dit, c'est normal en tant que grand-père, mon petit, je serai toujours là, je t'aime. Quel grand-père ne dit pas qu'il n'aime pas à son petit-fils, mais il m'avait dit, de toute façon, je vais partir dans l'au-delà, je veillerai sur toi, et en temps un jour, je reviendrai pour toi et tu comprendras. Je me suis dit, le pauvre, il a Alzheimer, il est en train de passer l'arme à gauche. Oui, papy, je t'embrasse. Point final. Fin de la parenthèse. Je commence mon activité de magnétiseur naturopathe. Nous sommes dans les années 85-86. Je fais mon travail le mieux possible de conseiller en naturopathe. Je fais le magnétisme, comme tu connais aussi bien, les passes longitudinales, transversales, les souffles froids, les polarités. Je passe les détails que tu exposes encore aussi bien que moi et mieux que moi, Luc, jusqu'au moment où, lors d'une séance, je fais du magnétisme traditionnel. J'ai ma consultante, pas patiente, hein, consultante, attention aux mots qu'on prononce, qui est allongée, qui a les yeux ouverts. Et là, la même chose que quand je suis petit, face à la cloison où j'avais simplement une table, la personne ne retirait que les chaussures, c'est tout. Mesdames, vous restiez habillées, ainsi que messieurs. Je vois ce mur devenir lumineux, comme dans la prime enfance, Luc, et je vois 3 formes humanoïdes sortir du mur, enfin là, très proche, et commencer à se matérialiser. Là, c'est pas Kardec, c'est pas n'importe qui. Je reconnais mon grand-père, habillé, un peu d'une façon caricaturale, habillé en médecin, stéthoscope autour du cou, et une jeune femme à côté, un peu comme infirmière, et comme un infirmier qui me sourit. T'imagines le choc. Je vois ça, j'ai la personne qui est allongée, et la personne voit et me dit, vous semblez troublé, monsieur Le Gall. Et je lui réponds, je gère. J'ai rien du tout, absolument rien. Et elle voit, elle me dit, ah, ben c'est bizarre, vous arrêtez de magnétiser comme vous avez l'habitude. Ça faisait une fois que je l'avais vu. Et là, Luc, je vis la première fois quelque chose. Je vois mon grand-père s'approcher de moi, se pencher vers moi et m'enfiler comme des espèces de gants Mappa lorsqu'on fait la cuisine que tu nettoies, tu vois. Euh, et je vois tout autour, il me tend des instruments genre scalpel, pince, seringue, avec une espèce de liquide bleu-vert, comme dans nos solars. Et il me dit, t'inquiète pas, on va s'occuper, tu vas un peu dormir, pas complètement, et fais-nous confiance. Les miquettes, papa là. Et c'est plus fort que moi, Luc, je commence à sommeiller fortement. La personne me dit toujours, ça va? Oui, je gère. Et je lui dis, c'est mieux, fermez les yeux. Comme ça, je lui dis, voilà. Et elle ferme les yeux et elle me dit, c'est bizarre, j'entends comme des clics. Vous avez des pinces, espèce de bruit bizarre de pinces. Elle me dit, c'est bizarre. Mais je dis, gardez les yeux, détendez-vous. Ben, j'ai l'impression qu'on m'injecte quelque chose, tu vois. Donc, voilà. Ça dure une dizaine de minutes. Comme un sous-marin, je rouvre les yeux. La personne aussi qui me dit, ah, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir été anesthésié, tu vois. Et je vois mes 3 personnages, dont mon grand-père, qui me retire ces espèces de gants, qui repassent dans le mur, qui me font coucou, qui se dématérialisent et qui me dit au revoir. Et à ce moment-là, Luc, dans la pièce, je sens une odeur d'éther très forte, genre bloc opératoire, comme lorsque j'avais eu très jeune mon appendicite. Et la personne se lève
un peu un peu pas très bien. Elle me dit, oh, je sais pas ce que vous m'avez fait, mais c'est pas comme d'habitude. Elle me dit, vous avez innové? Oui, c'est une nouvelle technique que je fais. J'innove. Et elle descend de la table, elle me dit, mais vous sentez rien dans la pièce? Je dis, je sais pas. Elle me dit, mais sur lesquels ça sent l'éther. Donc elle se lève et je vois, lorsque je vais à mon bureau, il y avait, tu sais, comme tu as dû avoir ça dans ton cabinet, espèce de petite poubelle où tu jettes les cotons, les machins, petite boîte un peu métallique, que je vois, je traverse cette boîte qui était là, qui n'était pas dématérialisée, la nana, elle passe derrière, elle bute, alors qu'il n'y avait rien. Elle bute, c'est bizarre, j'ai heurté quelque chose. Non, non, mais c'est une vue de l'esprit, vous n'avez rien heurté. Elle s'assoit et elle me dit, voilà, j'ai senti cette odeur d'éther. C'était la première fois que ce genre de manifestation se faisait. La personne s'en va, je vais me laver les mains et je suis affolé, Luc, je t'avoue, je suis affolé. Je prends une feuille, je dis là, il faut qu'on m'explique hein, là-haut, hein, il faut qu'on m'explique. Et là, je fais une écriture automatique de mon grand-père qui me dit Jean-Marie, ta façon de travailler va changer, tu as été préparé depuis de nombreuses années et tu vas être avec moi et les médecins du ciel, notre collaborateur, pour travailler entre le plan spirituel et ces médecins qui sont sur notre sphère de fréquence et qui vont faire de la, entre guillemets, chirurgie spirituelle, avec pas de couteau, comme on peut évoquer Arrigo, hein, comme George Chapman, qui était incorporé, lui, par effectivement le docteur William Lang, qui faisait aussi ce genre d'intervention d'incorporation. Et je me trouve un peu, sans prétention, dans cette lignée un peu spirituelle et spirit, telle que Arrigo au Brésil, Chapman en Angleterre. Et ça a été une longue collaboration pendant plus de 30 ans avec mon grand-père et ses médecins du ciel. Et chose curieuse, alors je travaille toujours à 20 ou 30 centimètres du corps, et ce qui était assez curieux, pas dans tous les cas, pas dans tous les cas, c'est que des fois, les personnes se sont retrouvées avec des cicatrices sur le plan physique, ou comme à la limite, quelquefois, rarement, comme s'il y avait une raie et des petits points tout autour, comme s'il y avait une intervention physique avec une résultante sur le flanc physique. Et j'ai vécu ça pendant près de 40 ans. Pas à toutes les séances, mais pas mal de fois. Impressionnant, impressionnant, impressionnant. Et bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un grand-père médecin qui vienne travailler avec nous, mais n'empêche que, et c'est ce que je dis et je répète régulièrement pour mes soins énergétiques intemporels, c'est que moi, personnellement, je ne fais pas grand-chose. Je suis l'intermédiaire, comme tu l'expliques très bien. Et c'est pour ça qu'on se comprend parfaitement, Jean-Marie et moi, quand on discute. Et mais seulement, qui fait quoi? Qui fait quoi? Et en fin de compte, c'est tous les médecins du ciel, les anges, les archanges, les guides, etc., qui font le travail. Nous, on leur propose, on leur montre. Moi, je dis, mais pourquoi aussi ont-ils besoin de nous aussi par rapport à ça? Parce que pourquoi le font-ils pas par eux-mêmes? Et parce qu'en fait, nous sommes des intermédiaires. Eux, ils ont un niveau vibratoire qui est très élevé. Un patient, moi, je peux parler de patient, mais avant un malade, bien, ce malade va à un niveau vibratoire qui est bas parce que justement, il est malade. C'est le principe même, quand on est malade, on a diminué. Et donc, nous, on fait l'intermédiaire qui permet justement de passer des informations de l'un et de l'autre dans les deux sens et de leur permettre d'agir. Et donc, c'est pour ça que dans tous les soins, si j'avais fait d'ailleurs un soin, je me rappelle une fois, j'étais tout bib et j'avais fait un soin je me rappelle, c'était sur la tête d'un enfant. J'avais largement l'habitude de le faire. Tout marchait bien, etc. C'était un enfant hyperactif. Et là, ce jour-là, rien. Rien, aucun résultat. Et ça, je passe aussi les détails, mais ça a duré longtemps avant que je finisse par comprendre qu'en fait, voulu la jouer solo et donc la faire moi-même. Et au moment où j'ai commencé à demander l'aide des êtres de lumière, des médecins du ciel, des guides, etc., eh bien, à ce moment-là, tout s'est fait immédiatement dans un temps record. Et j'aurais dit un grand merci parce que ça permet de faire dégonfler tout de suite notre ego, de se dire, ah bon, ok, nous on sert, bien sûr,
on a une utilité, mais c'est pas nous qui faisons, c'est véritablement ces êtres qui interviennent et qui voient beaucoup plus de choses que nous. Nous, on voit certaines choses qu'on peut leur dire, mais eux, ils en voient beaucoup plus que nous. Donc, et là, avec ton grand-père, c'est vraiment, comme tu dis souvent, la cerise sur le gâteau, je dirais quelque part. Et, et surtout, et surtout, Luc, ce qui a été, qui m'a, quand je vivais ce genre de choses, beaucoup réconforté, c'est au départ, je me suis dit, mais j'ai vraiment un problème dans la tête, toi. Parce que je me suis dit, jusqu'au jour où après, en lisant une certaine littérature, mais ce qui m'a, surtout qu'une fois, lors d'un dédoublement, si je peux dire, d'une sortie astrale, j'utilise ce mot-là, je me suis retrouvé dans un endroit magnifique, bon, genre prairie, mais aussi avec un endroit magnifique, comme un espèce de coupole hôpital accueilli justement lors de ces sorties de corps par ce corps médical spirituel qui m'a accueilli. Et je trouvais ça très curieux parce que dans ce dôme de lumière en pleine nature, quand on rentrait, on voyait des lits en suspension, c'est-à-dire on voyait des gens habillés en blanc, je me souviens bien, habillés en blanc, stéthoscope ou pas, des gens allongés, mais ce n'est pas comme à l'hôpital, on n'est pas encore là. Comme des lits, tu sais, la personne était allongée, entre guillemets, malade, qu'on amenait dans une chambre avec maintenant j'ai appris ça, de la luminothérapie, des rayons de lumière, enfin des choses un peu un hôpital un peu spirituel, je dirais. Et ces lits qui étaient amenés dans les chambres jusqu'au jour où ça a été un véritable électrochoc. J'ai vu ce film que tu connais, j'ai vu Nos Solars, Nos sols. le fameux film La Cité de Nos Solars. Alors, Et quand j'ai vu cet hôpital, cet extrait avec effectivement Emmanuel, grâce à ce médium extraordinaire, effectivement, qui est décédé, qui s'appelait Chico Xavier, eh bien, ça m'a fait un électrochoc parce que les scènes qui ont été décrites de façon très humaine, il faut le reconnaître, dans ce film, sur certains passages, correspondaient exactement, à peu de choses près, à ce que j'avais vécu lors de ces sorties de corps. ouais, c'est vrai que je l'ai regardé ce film et il m'a interrogé. Mais personnellement, mon opinion, toujours, Oui. c'est que ça ne correspond pas à l'au-delà. Non, non, c'est une cité spirituelle, hein, une cité médicale spirituelle, Je hein. pense par contre que c'est un cité, comme tu dis, de réparation, de guérison Oui, des individus, des âmes, plus exactement, des êtres spirituels, avant leur passage dans l'au-delà, pour les préparer au passage de l'au-delà. Donc tout ça, à fait. c'est un peu ce qu'on peut parler de l'intermonde. On arrive tous avec nos infirmités psychiques, énergétiques, spirituelles, etc. Et là, bon, quelque part, on est guéri, soigné. Je ne sais pas si on est guéri, je pense qu'on est guéri. Et là, ça nous prépare au passage. Là, le vrai passage, le vrai au-delà, il est encore beaucoup plus lumineux, encore autre chose. Encore. Enfin, Et, c'est comme ça que je l'ai ressenti, moi, personnellement. et du reste, Luxe, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que mon grand-père, quand j'ai eu ces sorties qui m'a amené à cet endroit-là, m'a expliqué, ça rebondit sur ce que tu viens de dire, m'a expliqué que quand il est décédé, il a été accueilli par les médecins du ciel, où il a été dans cette cité-là, entre autres, en convalescence, pour restructurer ce que les spirites appellent le père-esprit, selon leur terminologie, et ensuite d'être formé, intéressant, pour apprendre une certaine chirurgie psychique sur le corps énergétique, pour ensuite revenir, continuer sa mission avec le petit intermédiaire que je suis pour continuer son travail. Mais effectivement, cette cité-là, d'après ce que j'ai pu voir, modestement à mon niveau, était un tremplin, n'était pas effectivement, comme tu dis, l'au-delà dans sa année, c'était une station, du reste, il le définit très justement, André Louis, comme une station un peu post-opératoire ou opératoire, mais pour aller sur des états modifiés de conscience et sur des sphères beaucoup. Voilà, tu es à l'hôpital, tu viens, voilà, petite étape. C'est vrai qu'on arrive tous, on le voit bien sur Terre, on a tous nos problèmes psychologiques, voire psychiatriques pour certains, nos problèmes physiques, et donc on arrive avec nos peurs, avec nos angoisses, avec notre stress, etc. Donc il faut véritablement
aplanir tout ça, se soulager tout ça pour pouvoir arriver à monter d'une manière sereine dans l'au-delà. C'est vrai que là aussi, ce sont les médecins du ciel qui à la fois préparent pour l'au-delà et je pense que bah, quand on les appelle pour faire des soins, etc., eh bien, je pense que là aussi, ils peuvent intervenir à notre demande et c'est toujours à notre demande. Et moi, ce qui est impressionnant, c'est que ils sont toujours là. Ils sont. Oui, et puis je crois d'avoir beaucoup d'humilité et de savoir, Luc, remercier. Ouais, oui. Eh oui. Mais moi, j'aime bien les chatouiller aussi. Ils me connaissent bien, je suis un petit plaisantin, etc. Et le remerciement est important, bien sûr, mais quelque part, ça fait partie de leurs activités aussi. Oui, Remerciement, pour moi, le remerciement est aussi important parce que même sans que ce soit un remerciement, oh merci, 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 c'est un oui, remerciement, c'est leur faire comprendre que nous avons vu que c'était eux qui étaient intervenus. On les oui, remercie de leur intervention. On a vu oui. que c'était eux, que c'était pas nous, c'était eux. Non. Et comme ça, quand on les rappelle, Hmm. ultérieurement, pour un problème semblable, eh bien, ils savent très bien ce qu'on attend d'eux et peuvent recommencer. Parce que je dirais que pour moi, c'est une affaire d'équipe, quelque part. Oui, Il y a eux, il y a nous, mais on n'est pas eux, bien sûr, ils sont mieux placés que nous sur Terre, mais ça n'empêche qu'ils ont besoin de nous, tout comme on a besoin d'eux. C'est d'équipe, voilà. C'est pour ça qu'on peut, dans une équipe, on peut remercier telle ou telle personne d'être intervenue et de nous avoir aidés, mais vice-versa. et ce qui était très curieux, Luc, c'est que lors de ces séances sur près de 40 ans, ce n'était pas systématique. C'est ça qui est curieux. Des fois, je faisais plutôt quelque chose de, entre guillemets, conventionnel, que tu connais, sur des choses, sur des procédés assez conventionnels. Ce n'était pas systématique de leur présence. Et ça m'a souvent interpellé. Et je n'ai pas eu forcément toutes les réponses. Je dis, mais pourquoi vous venez dans ce cas-là et pourquoi vous venez pas? Et j'ai pas eu, je n'avais pas toutes les réponses. Moi, j'en ai une qui vaut toujours que ça vaut, hein. Ça, je n'engage que moi. Je pense que ils ne viennent pas à chaque fois parce que ils considèrent que nous sommes capables, en tant que médecins, Oui, thérapeutes, etc., de pouvoir le faire nous-mêmes, par nous-mêmes. oui, Ils viennent oui, que si nous, bah, ça dépasse nos. Mais personnellement, moi, je les sens toujours présents à mes côtés quand j'exerçais. C'était absolument extraordinaire parce que je me tentais jamais seul dans mon cabinet. J'avais une question pour un patient, etc. Et boum, j'avais la réponse qui arrivait. Après ça, c'est pas pour autant que je la vérifiais pas scientifiquement, médicalement avant, parce que là encore, le mental peut facilement oui, partir. prendre le relais, l'ego, machin, etc. Et donc, je vérifiais toujours attentivement, mais c'était amusant parce que j'étais jamais seul dans ce cabinet et c'était un vrai bonheur, hein, de toute façon, par rapport à ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc ça a vraiment, ça a été là un peu la cerise un peu tard dans notre entretien, mais la cerise sur le gâteau où effectivement j'ai essayé le mieux possible, effectivement, avec la participation de ces médecins du ciel, d'aider et de soulager les gens le mieux possible, le mieux possible. Sur ce corps qu'on appelle quoi, bioplasmique, énergétique, éthérique, avec des fois des choses assez surprenantes sur les résultats qui, je t'avoue, me dépassaient complètement. Tu parlais de logique, de raison, quand la personne est exposée. Alors, je tiens à te dire une chose, je ne faisais pas de diagnostic médical, je ne faisais pas de prescription, je n'ai jamais eu de problème pendant 40 ans avec, j'ai toujours travaillé avec beaucoup de médecins, jamais eu de problème avec le Conseil de l'ordre, entre autres, parce que j'ai su rester aussi, Luc, et on en avait souvent parlé, j'ai su rester aussi à ma place et Ouais, me dire, je ne suis qu'un naturopathe hygiéniste préventif, j'essaie d'apporter un soulagement. Quand les gens me disaient, vous guérissez quoi? J'ai jamais dit que je guérissais quoi que ce soit. J'ai d'aider, d'épauler et de soulager. Et je crois que c'est important de se positionner, de voilà. Pour moi, c'est chacun à sa place. Chacun à sa place, il faut se respecter les uns les autres. Et c'est pour ça que j'ai travaillé le mieux possible pendant 39 ans, 40 ans. tu as tout à fait raison, parce que je pense que il est toujours important de rester dans son domaine de compétence. Et c'est là le gros danger. Et là aussi, guérir, guérir, qui guérit? Qui guérit?
qui guérit. C'est pas le médecin, c'est pas le thérapeute, c'est pas le psychologue, c'est même pas les médecins du ciel aussi quelque part. Tout Mm. ce, qui c'est qui va guérir? C'est le patient. C'est le patient qui guérit et les médecins du ciel, le thérapeute, le magnétiseur vont apporter une touche par rapport à ça. Moi, par exemple, imaginons une personne qui bénéficie d'un soin. Je ne parle pas forcément en magnétisme, médecin du ciel, mais qui guérit ça et qui le guérit immédiatement. Eh bien, quelque part, qu'est-ce que va faire cette personne? Elle va reprendre son chemin de vie comme avant. Mais seulement, le problème, c'est qu'elle n'a rien compris. Les mêmes causes redéclenchent les mêmes effets et ça risque de provoquer une récidive ou une autre maladie du même acabit, etc. L'important, c'est de comprendre le message, non pas de là-haut, mais le massage de là, de notre corps, de notre cœur, de notre conscience. Et nous, bah, c'est pour ça que avec Jean-Marie, j'adore parce que alors, pour la petite histoire, Jean-Marie et moi, on peut considérer que nous sommes des amis. Mais vous me croirez si vous voulez, nous ne nous sommes jamais rencontrés physiquement. Oui, À chaque fois, on a failli, et oui, puis ça a clashé, mais voilà, on se rencontre via Zoom, via le téléphone, via des mails, etc., et toujours avec grand plaisir. tout à Voilà, mais, fait. Jean-Marie, j'aimerais rajouter quand même un petit élément, et je te laisserai le mot de la fin. Un petit élément par rapport à la psychokinèse. On revient un petit peu en arrière, parce que la psychokinèse, n'oubliez pas l'essentiel de tout ce que nous a raconté Jean-Marie, c'est qu'est-ce que c'est que la psychokinèse? C'est sûr que de tordre les petites cuillères ou les barres de fer, bon, c'est gentil, et, Oui, donc, si ce n'est qu'il faut racheter des petites cuillères, acheter une barre droite parce qu'elle est tordue. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que c'est l'esprit qui a agi sur la matière. Donc là, c'est un tout petit exemple. Et je pense que dans l'avenir, les capacités psychiques des êtres humains, des individus, va largement se développer. Elles commencent déjà largement à se développer. On aura de plus en plus de confiance, de conscience de nos capacités, etc. Et on pourrait faire des choses beaucoup plus importantes avec cette modification de de la matière. Moi, je pense en particulier à tous ces grands monuments anciens où on est capable de faire des pierres qui prennent des formes incroyables et comment qu'ils l'ont fait. Alors, certains disent que c'est un moulage, mais aussi on peut très bien imaginer que cette pierre, par l'esprit, a perdu sa forme matérielle pour devenir éthérique. On la place et automatiquement, elle va prendre toutes les formes des pierres autour. Une fois ça fait, il suffit, excusez-moi pour le suffit, qu'elle reprenne à ce moment-là sa forme matérielle pour faire une nouvelle pierre. Moi, je pense que ça pourrait être une explication de tous ces extraordinaires constructions qu'on a trouvées dans le passé. Mais pour tout ça, vrai ou pas vrai, rappelez-vous, la psychokinèse, la torsion des petites cuillères, c'est qu'un petit phénomène. C'est un peu comme l'eau magnétisée qui va permettre la pousse des plantes, mais ça montre que c'est que le départ d'un grand mouvement qui ira beaucoup, beaucoup plus loin. Peut-être qu'on le verra, peut-être que ce seront nos enfants, nos petits-enfants, mais je suis persuadé on a, et je pense que quelque part dans les sociétés anciennes, ils avaient ces connaissances. Voilà. oui, ils avaient, je pense, ces connaissances. Malheureusement, comme on en parlait, je voudrais juste évoquer, effectivement, quand tu évoquais notre ami Jean-Pierre Gérard, malheureusement, la nature humaine est scalée, du moins jusqu'à présent. J'espère qu'on va un peu évoluer un peu plus en conscience. Mais effectivement, avec les années 60, 70, qu'on en a parlé souvent avec Jean-Pierre Gérard, ces expériences de lecture, de télékinésie, de psychokinèse qu'on évoquait, avec des fameux projets Stargate, hein, porte des étoiles, autant par les Russes et les Américains, de nombreux médiums ont été utilisés à des fins pas forcément d'évolution de conscience, mais de voir comment, d'une façon stratégique, au niveau militaire, on aurait pu utiliser, parce que je fais bien la différence entre la spiritualité au sens large du terme et les facultés psychiques. Faut pas tout mélanger. Mais voilà, moi, j'ai jamais voulu rentrer dans ça et j'espère qu'effectivement, on va aller beaucoup plus loin que cela, plutôt vers une prise de conscience des capacités énormes de notre esprit, Ouais. entre De toute autres. façon, je pense que
les capacités ne pourront se développer qu'avec une certaine spiritualité, Actualité. à mon Tout à opinion. fait. Tout à fait. Jean-Marie, Jean-Marie, on va arriver à la fin de notre Oui, émission. On a dû commencer il y a un quart d'heure, une demi-heure, je ne sais plus. Euh, 2 heures. donc, fais-moi un petit mot de la fin. Un petit mot de Ben, la fin. un petit mot de la fin, ça serait une citation tout simple euh, qui ne m'appartient pas, mais qui, je crois, serait peut-être dans cette période de trouble et de difficulté, est un espoir. C'est une phrase que je cite beaucoup, qui est de mon ami poète Johan Huot, danseur sur la région d'Avignon. Et cette citation me porte et elle dit la chose suivante, peu importe l'histoire de notre vie, c'est ce que nous en faisons qui en fait une réalité lumineuse. Peu importe l'histoire de notre vie, les hauts, les bas, l'histoire de notre vie, c'est ce que nous en faisons au quotidien qui en fait, et je l'espère pour toi, Luc, pour toutes les personnes qui nous entourent, une réalité lumineuse. Et merci de m'avoir écouté et de m'avoir donné ce temps de parole, Luc. Namasté. Namaste, Tachidere, comme ils disent aussi. Tachidere. Tachidele. Merci, merci Jean-Marie. Bah, écoutez, je pense que ce mot de la fin sera justement le mot de la fin, tout simplement. Je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est que merci à Jean-Marie de nous avoir transmis toutes ces connaissances, toutes ces expériences, tous ces vécus qui sont, n'oubliez pas, vous avez vu, Jean-Marie est quelqu'un de très timide, pas timide, mais très, très humble. Voilà, je cherchais le mot, et ce qui montre bien qu'il n'a pas cherché la notoriété, il n'a pas cherché à développer des choses pour dans le paraître, etc. Ce qui en fait aussi toute sa crédibilité par rapport à tout ce qu'il peut nous avoir raconté aujourd'hui, ainsi que dans son livre, on va en parler quand même, c'est Contact avec l'au-delà. Donc, ce livre, malheureusement, est épuisé, mais vous pouvez peut-être encore le trouver en attendant, j'espère, un jour une nouvelle édition. Vous pouvez peut-être le trouver aussi dans les magasins, chez les bouquinistes ou choses comme ça. Parce que n'allez pas sur Amazon, j'ai vu qu'il était à vendre à 2000 euros, hein, donc, ah, j'étais si. Ouais, tu m'as dit ça, j'étais Mais scotché. quand Hein. même, Jean-Marie, t'es dit Waouh! Oui. 2000 Non, il euros. faudrait peut-être à des endroits plus modestes. Tout à fait. Non, mais connaissant Jean-Marie, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça n'empêche que si vous allez sur Amazon, peut-être que vous verrez encore cette chose-là. Donc, de toute façon, elle n'est plus valable en librairie, etc. Mais il raconte justement un grand nombre d'informations, bien encore beaucoup plus nombreuses qu'il a pu nous raconter aujourd'hui. Je l'ai toujours un peu bousculé parce qu'il fallait bien avancer. Et puis, il nous prépare aussi, je le sais, un autre livre avec davantage encore d'expérience sur les médecins du ciel. Donc, merci Jean-Marie, merci à tous de m'avoir participé à cette émission, d'avoir écouté Jean-Marie qui avait vraiment un magnifique message à transmettre. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine émission pour une nouvelle parole d'explorateur de conscience. Bonne soirée. Bonne soirée.